Salut Sandy, Salut Jérémy, comment vas-tu? ça va super et toi? Ça va aussi. Écoute, je suis très, très, très content de te recevoir sur Self Upgrade. Je sais, bah, du coup, on est à distance, c'est pour ça qu'on se voit à travers ces petites caméras, parce que ma foi, tu es sur le continent et moi, pas sur le continent. Mais je suis Je suis au très, très, soleil et très... puis au froid, mais C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu connais mon amour pour le froid. Donc du coup, ça me va. Non, vraiment, je oui, suis je très vois ça content. dans tes stories. C'est vrai. OK, en tout cas, je suis très content de te recevoir. Écoute, Sandy, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, avec plaisir. Bah, déjà, merci. Toi aussi, merci de m'avoir invité dans ton podcast. C'est un honneur. J'ai vu les prémices de ce lancement. Donc, déjà, félicitations à toi de l'avoir fait, de t'être lancé aussi rapidement, d'être passé à l'action. Et c'est un honneur. Merci de m'inviter malgré la distance. C'est un honneur d'être dans ton podcast aujourd'hui. Alors, pour me présenter, je m'appelle Sandy. Je suis guadeloupéenne 100%, papa-maman. Je suis née, j'ai gran j'ai grandi en France et avant j'étais acheteuse internationale software. Je travaillais à la défense et je négociais des contrats avec, Apple, IBM et compagnie et un jour j'ai décidé de faire ce que je kiffe for real, pour de vrai et j'ai lancé une plateforme, un média, un compte Instagram, on peut mettre beaucoup de noms là-dessus, qui s'appelle Abnafrica et le but d'Abnafrica, c'est de déconstruire les idées qu'on peut avoir sur, le continent africain, les pays de l'afrodescendance, la culture noire en général. Voilà. OK, super. Tu vois, tu dis que, un jour, tu as décidé de faire ce qui te faisait kiffer. Revenons un peu à la genèse. J'ai envie de te poser une question. La jeune Sandy, elle rêvait de quoi? La jeune Sandy, donc la Sandy qui était en primaire, alors elle rêvait en un d'avoir une grande famille, en 2 d'être, libre géographiquement. J'ai jamais vu ma vie en France. Je la voyais pas forcément en Afrique. D'ailleurs, à l'époque, c'était un peu à la mode, je me voyais beaucoup aux États-Unis. Mais en tout cas, je me voyais pas en France. Je me voyais déjà dans le voyage et je me voyais, alors je sais pas si le mot est riche, mais en tout cas, très libre financièrement. OK. OK, OK, OK. Et donc du coup, à partir de quel moment, tu sais, j'aime beaucoup dire que, je mets des guillemets, mais il y a ceux effectivement qui savent, ce qu'ils veulent faire dès petits. Il y a ceux qui tâtent un petit peu, qui font plusieurs choses et qui le découvrent. Toi, à quel moment tu sens que justement, tu as envie de lancer justement Aben Africa, de mettre en avant justement, ben, l'Afro World comme tu dis souvent? À quel moment ça vient ce truc-là? Est-ce qu'il y a un moment déclencheur? Est-ce qu'il y a un trigger? Est-ce qu'il y a un voyage que tu as fait et que tu t'es dit: «Non mais c'est impossible, il faut que je montre ça à tout le monde»? Est-ce que c'est un film que tu as vu? C'est quoi le trigger, le déclencheur de ça, quoi? Bah, alors déjà, pour revenir sur ce que tu disais au début, moi, j'envie tous les gens qui savaient ce qu'ils voulaient faire quand ils étaient petits. Moi, honnêtement, je pense que j'ai jamais su ce que je voulais faire et encore aujourd'hui, des fois, on me demande ce que je fais, je je sais pas je sais pas vraiment répondre, même si, je suis parfaitement en paix dans ma vie, même si je vis aujourd'hui de ma passion et cetera. J'ai pas je sais pas concrètement ce que je fais et parfois même quand on me demande, en fonction de la personne qui est en face, je vais dire: «Ah bah, je suis reporter voyage, ah bah, je suis créatrice de contenu» et cetera et cetera. Ça, c'est la première chose et par contre, effectivement, le moment où, je suis passée de: «OK, je suis salariée et je veux plus être salariée», je pense pas du tout qu'il y a eu de trigger. Ça aussi, j'ai envie d'en parler dans ton podcast parce que, souvent les gens attendent qu'il y ait ce truc qui va faire que et du coup, ils attendent jusqu'à 90 ans et rien ne se passe. Ça a été il y a pour certaines personnes, c'est ça pour le cas. Il y a vraiment un fait qui fait ça et d'ailleurs, ça fait partie de mon parcours, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Mais en tout cas, le moment où Jean Sam Africain, il s'est fait très progressivement au final. Et ça a été très, très, ouais, bah, progressif. Il y a une vraie transition. C'est moi qui prends le RER à tous les matins, qui m'observe. C'est comme si je suis assise dans le RER et je m'observe moi assise dans le RER quand j'arrive à être assise parce que des fois on est comme ça agglutinés entre les aisselles de monsieur et le sac à main de madame. Donc c'est vraiment ça et c'est vraiment le matin, me réveiller et avoir un peu ce vide dans je sais pas, dans le cœur, dans l'âme, je sais pas comment, vraiment le verbaliser, mais en fait, ne pas être stimulée. Sauf que moi, j'ai toujours été stimulée dans ma vie depuis que je suis petite. J'adorais l'école. Quand il y avait la récréation, limite, je voulais pas aller parce que je m'ennuyais et donc j'ai toujours eu toute ma vie ce truc de
Mon cerveau est stimulé, ma curiosité est stimulée, je suis en train d'apprendre. Quand j'étais au lycée, je faisais 1 milliard d'options, option latin, option grec, option, mathématiques plus, plus. Enfin, j'ai toujours eu ce truc où mon cerveau était stimulé et où j'admirais les personnes qui étaient au-dessus de moi. Par exemple, mes professeurs et cetera. «Ah, je veux être aussi intelligent que lui. Ah, je veux parler anglais comme lui. Ah, je veux être aussi bon en maths comme que lui» et arrive un moment où j'arrive dans le milieu du travail, donc en gros le saint graal, ce pour quoi on a travaillé pendant toute notre scolarité et je suis assise là et je suis plus stimulée intellectuellement. Professionnellement, encore moins parce que bon, voilà, on est là avec nos, 2 d'augmentation par an, enfin, quel que soit le travail que tu fais, donc il y a pas ce lien de, effort et quelque chose qui arrive en face, tu vois? Donc, c'est toi, ton cerveau, il quand tu es à l'école, tu travailles dur, tu as des 17, des 18. Alors là et donc il y a ça et il y a aussi les personnes qui sont «au-dessus de moi» entre guillemets, ne m'inspirent pas, comme ça pouvait être le cas à l'école. Je vois mes N+1, +2, +10, je vois leur vie, je vois leur lifestyle, et en fait ça m'intéresse pas. Je me vois pas, travailler samedi, dimanche, ne pas voir grandir mes enfants, être tout le temps en stress, courir à droite, à gauche et donc voilà, c'est là où je me suis dit: «En fait, il faut que je trouve un moyen de gagner autant d'argent que si je restais dans ce milieu-là, mais en faisant un truc que je kiffe» et OK. voilà, je peux continuer, mais je parle beaucoup, hein. Non, t'inquiète, t'inquiète. Non, mais c'est sens-toi libre, hein, sens-toi libre et donc du coup, au début, on va dire opérationnellement, comment ça commence justement la mise en place d'Amen Africa? Puisque je sais que, voilà, ça demande du temps, tu pas c'est pas du jour au lendemain, tu as dit: «Je quitte mon travail, je lance Abena», ça a commencé Ouais. un peu en parallèle. Est-ce que tu peux nous en parler de ce moment où, bah, Sandy commence à se dire: «Bon, je suis pas stimulé potentiellement au travail, je vais justement chercher à exprimer justement, ben, ma passion, mon envie, ma créativité et cetera. Comment ça se passe? Ouais. Alors comment ça se passe? Et ça, je le raconte pas souvent, mais en fait, au moment où, tu vois, j'ai ce truc où je me dis: «Je suis pas stimulée» et cetera, je tombe sur un livre complètement par hasard et d'ailleurs le hasard n'existe pas, donc l'univers avait décidé que je devais tomber sur ce livre. J'étais je sais pas, sur les réseaux sociaux et je vois un livre qui s'appelle «Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études» de d'Olivier Roland qui est, un des premiers blogueurs professionnels en France et en fait, il décrit dans son livre une méthode, son livre est en 2 parties. La première partie, c'est vraiment sur comment avoir une vie saine, des habitudes, être plus performant et cetera et la deuxième partie, elle est très, pratique où en gros, lui, sa solution pour être libre, c'est, créer une communauté sur internet, là, en l'occurrence, c'est un blog et monétiser le blog. Et moi, au début, en réalité, hem, je décide pas de lancer Abna Africa. Au début, je décide, comme je t'ai dit, je décide juste de gagner autant d'argent, mais en étant libre. Et donc lui, dans la méthode, ce qu'il propose, c'est de faire une liste de toutes les choses qu'on aime, faire une liste de toutes les choses dans lesquelles on est bon, de croiser pour voir ce qu'on va faire et ensuite, dans ce qui reste, de faire une espèce d'étude de marché sur Google pour voir ce qui rapporte ou pas. Et moi, bon, on se connaît, moi, je suis passionnée de alors maintenant tout le monde dit développement personnel, mais je suis passionnée de voilà, tout ce qui est habitude, performance, comment avoir un mode de vie sain et cetera et au début, en faisant donc c'est dans ce qui restait dans la shortlist, il y avait quelque chose comme ça et il y avait aussi, ben, évidemment, en apprendre plus sur la communauté noire, déconstruire tout ce qu'il y a dans la vision qu'on a des personnes noires et cetera et en fait, j'ai fait l'étude et en gros, on me disait d'un côté que, faire un truc de, développement personnel, ça allait me rapporter de l'argent et faire un truc sur l'Afrique, oublie, il y aura 0 € derrière et donc je commence à travailler pendant 1 semaine, 2 semaines sur mon blog de dev perso et en fait, pendant que je travaille dessus, j'ai pas de motivation, Jérémy. Je suis là, j'essaye, mais je vois le 2e là sur ma shortlist là et c'est ça que j'ai envie de faire et je me dis: «Écoute Sandy», c'est pour ça que je parle de transition et c'est aussi pour ça que, je parle de, voilà, les choses, il ne faut pas du jour au lendemain comme on peut le voir parfois sur Instagram. En fait, je me dis: «Écoute Sandy, tu as un bon job, tu es bien installée, comme tu performes bien au travail, on te laisse tranquille, on te saoule pas tout le temps à travailler le week-end et cetera. Tu as de l'argent qui tombe à la fin du mois, prends ça et fais ce que tu as envie, fais ce que tu as envie» et c'est là que j'ai vraiment commencé à travailler sur Abn Africa. Du coup, tu disais qu'effectivement tous les mois, ben, tu te dis: «Voilà, il y a de l'argent qui tombe», tu prends cet argent-là pour vivre ta passion et cetera et quand tu dis que tu commences à Ouais. travailler sur Abena, qu'est-ce que tu fais concrètement? Est-ce que tu commences à écrire des articles? Est-ce que tu commences à voyager? Est-ce que tu commences à organiser des événements? Je ne sais pas, tu fais quoi concrètement? Ouais, c'est vrai, c'est une bonne question.
Qu'est-ce que je fais concrètement? Bah, déjà, je m'occupe de toute la partie technique seule, alors que j'ai jamais rien fait de technique dans ma vie. Ça veut dire que je bute tous les soirs, tout entre chaque pause déjeuner, entre chaque pause café, quand mes collègues sont là: «Ça viens, on prend une pause café?» Je fais: «Non, t'inquiète, j'arrive». Le soir, quand je rentre dans le RER, enfin, il y a vraiment eu une période au début d'Abn Africa où je passais ma vie sur YouTube pour me former à, monter un site web toute seule, comment gérer une communauté sur les réseaux sociaux, comment devenir un community manager, en fait, tout simplement, comment écrire des articles, comment être bien référencé sur Google. En fait, en 6 mois, je me suis formée à 3-4 métiers différents. Et donc c'était très gratifiant à l'époque, tu vois, de me dire que j'ai pu faire ça seule et cetera. Maintenant, 6 ans plus tard, je pense que j'aurais refait pas tout, j'aurais refait mais voilà, maintenant moi je suis vraiment dans le mode, il faut, rester ce sur quoi on est excellent et déléguer le reste si on veut vraiment faire monter, son activité à un niveau supérieur. Mais en tout cas à l'époque et je conseille, hein, à tout le monde de le faire, je crois que c'est le lean management ou je sais pas comment on appelle ça, mais au début en fait de vraiment faire avec les moyens qu'on a, hein. Et à l'époque, Amnefcar rapportait 0 €, donc j'ai fait ce que je pouvais faire avec 0 €, même si ça m'a quand même, j'ai quand même dû prendre dans mes finances personnelles. Donc au début, c'est ça, hein, je regarde des vidéos, une vidéo YouTube pour monter mon site internet, le créer, acheter le nom de domaine et cetera. Je commence à voir comment on écrit des articles et comment on présente bien visuellement les choses, donc je commence à devenir une experte de Canva malgré moi. Et voilà, comment gérer une communauté et cetera. Créer mon compte Instagram. Au début, j'étais uniquement sur Facebook parce qu'en 2018, j'avais pas compris que Instagram was the new c'était le game. Donc je négligeais Instagram, j'étais que sur Facebook et je voyais que ça montait sur Instagram. C'est là que j'ai compris qu'en fait, les gens étaient là-bas et donc au bout d'1 mois et demi, j'ai vraiment tout mis sur Instagram. Maintenant, je sais même pas si j'ai encore l'application Facebook dans mon téléphone, même si ça se publie automatiquement parce que les 2 applications sont ensemble. Mais ouais, concrètement, c'est comme ça que ça s'est fait au début. C'était vraiment, tout faire par moi-même en backstage et en parallèle, bah, continuer, mon job d'acheteuse. OK. De toute façon, ce que tu dis avec toi, je suis d'accord avec toi qu'à un moment, effectivement, il faut déléguer et puis si c'est pas ton taf, voilà, c'est tu vas perdre beaucoup d'énergie ou de temps, sur quelque chose qui est pas forcément ton domaine. Et là où je pense aussi que c'est intéressant quand même que tu l'aies fait, c'est parce qu'en fait, en le faisant, même si tu es pas devenue une experte, je mets des guillemets, ça te permet quand même de pouvoir déléguer. Parce que tu vois, il y a plein de gens, des fois, qui délèguent totalement, hein, qui ne savent pas du tout faire, qui délèguent totalement. Et en fait, tu peux leur annoncer les gens leur annoncent par exemple des devis astronomiques ou bien des durées, très longues et cetera. Et comme tu l'as jamais fait, tu as pas ce petit truc qui te dit: «Ouais, mais c'est quand même ça c'est un peu bizarre», tu vois? Donc Ouais, des fois, ça vaut exactement. le coup, je pense peut-être un petit peu, mais comme tu dis, pas beaucoup, mais peut-être un petit peu Mmh. de se dire: «OK, attends, je vais quand même tester un petit peu» parce que, tu vois, aujourd'hui, je pense que même si, demain tu délègues un jour peut-être, je ne pense pas que ça arrivera de sitôt, mais si un jour tu délègues la création de contenu, tu l'as Mmh. tellement fait sur tes comptes qu'en fait, jamais quelqu'un pourra te dire quelque chose, astronomique ou bien qui a loué dans tout, tu vois? Et Ouais, bah, je suis d'accord avec toi parce que, il y a la partie, devis astronomique et cetera, mais il y a aussi la partie savoir de quoi on parle. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, si demain je dois refaire un site web parce que je veux lancer une nouvelle plateforme ou parce que je veux faire évoluer le mien, je sais que ce que je vais demander à mon au freelance ou à la personne que je vais contacter, je sais que je dois avoir la main si je veux faire une petite modif de dernière minute dessus et que je vais pas dépendre de lui parce que tout est dans un code et que du coup je dois le tu vois? Donc c'est vrai que c'est important, je pense, au début, au moins pour savoir de quoi on parle. OK. OK, OK, OK. Et donc dans la Benafrica, donc effectivement, comme tu dis, hein, tu as commencé, il y avait des articles et cetera. Il y a une grosse partie voyage. Il y a une partie Ouais. voyage et moi j'ai l'impression et tu me coupes, hein, si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a une grosse partie voyage solitaire. Quand je dis ça dans le st où moi aussi je suis très fan des voyages solitaires et c'est vrai que, donc je pense qu'il y a le gros truc que tu as fait, c'est 16 pays et cetera et tout. Est-ce que tu peux nous en parler du fait, ou en tout cas, qu'est-ce qui est important pour toi dans le voyage? Pourquoi tu voyages, je mets des guillemets, hein, pourquoi tu voyages autant? Pourquoi tu vas à la rencontre d'autant de cultures? Qu'est-ce qui t'intéresse là-bas? Parce que en plus, tu fais pas des voyages où tu restes, dans l'hôtel, le plus connu, tu te poses, tu te relaxes. C'est la fille va au front, quoi, tu vas loin. Moi, je sais même pas si j'allais aller aussi loin, mais toi, tu vas très loin. Donc qu'est-ce qui fait que tu vas, que tu vas te chercher autant? Est-ce que c'est
des sensations que tu veux rechercher? La découverte, c'est quoi? Qu'est-ce qui te motive? Écoute, déjà pour commencer, Amn Africa, il faut savoir qu'à la base, c'était très peu de voyages. Moi, c'était vraiment histoire, culture et comme je voyageais déjà sur le continent africain, je me suis dit: «Bon, bah, je vais leur montrer aussi quand je vais en Afrique», mais j'avais pas compris, que ça allait devenir central, 2-3 ans plus tard, dans l'activité et c'est vraiment quand j'ai vu que quand je voyageais, il y avait énormément de réactions, énormément d'intérêt et cetera, où je me suis dit: «Ah, c'est quelque chose qu'ils ont l'air d'apprécier». Moi, je vais pas changer mes habitudes, de toute façon, j'ai un job, je vais pas pouvoir, voyager plus que je ne le fais déjà, mais par contre, je vais le mettre plus en avant et dans ta question de, pourquoi je voyage comme ça, écoute, déjà, pourquoi je voyage solo? Je pense que c'est parce que, à un moment donné, quand tu veux faire des choses qui te font kiffer, si personne ne peut venir avec toi, bon, tu n'as qu'à aller seul, hein. Donc au début, c'était vraiment parce que, bah, moi, j'avais envie d'y aller, hein. Quand j'étais au Sénégal, à un moment, je me suis dit: «Je veux aller au Sénégal». Il y a une copine qui était dispo que 3 jours, non, je crois qu'1 semaine. Elle est venue la première semaine, moi, j'ai fini quoi après quand elle est partie, j'ai continué mon voyage. Donc c'était vraiment dans le sens où, bah, ça en revient à ce que je disais tout à l'heure. Moi, la valeur liberté, elle est très, très, très présente dans ma vie depuis que je suis petite. Donc il y a vraiment ce truc de: «Je veux faire un truc, je peux pas attendre sur quelqu'un d'autre pour le faire». Donc ça, c'est vraiment la partie solo. Mais s'il y avait d'autres gens qui étaient comme moi, peut-être que j'aurais fait avec d'autres gens et pourquoi je voyage comme ça? Je pense que c'est parce que, hem, je pense que c'est parce que je suis peut-être à la recherche, perpétuelle d'une connexion avec les gens. Et je pense que ça, je le trouve surtout en Afrique et surtout de manière générale dans les pays afro-descendants. Parce que avant de voyager beaucoup en Afrique, j'ai voyagé aux États-Unis, j'ai voyagé en Amérique latine, j'ai voyagé, dans partout dans je crois qu'il y a pas un pays en Europe, en tout cas en Europe occidentale, il y a pas un pays que je n'ai pas fait et cette connexion que je la trouvais pas et souvent ce que je dis, c'est que moi en Afrique, j'ai retrouvé mon humanité. J'ai retrouvé vraiment, tu sais, l'être humain dans son dans le corps, CORE de ce qu'il est et en fait, en connectant comme ça avec les gens, je pense que c'est une manière aussi moi de connecter avec moi-même, de me retrouver avec moi-même et d'apprendre sur moi-même. J'ai été dans certaines situations et en fait, il y a des choses que tu fais, tu sais même pas que tu étais capable de les faire. Il y a des choses que tu aimes, tu savais pas que c'était des choses que tu aimais et en fait, ça, je le vis et ça provoque des choses en moi et j'ai ce besoin maintenant viscéral de partager ça avec les gens pour qu'ils en tout cas essayer de leur transmettre moi ce que je ressens, ce que je vis et qu'ils kiffent comme moi et ça je dirais que c'est peut-être le moteur, la machine en tête de train et c'est ce qui permet une fois que je connecte les gens avec ces émotions, avec ces rencontres, moi d'avoir de réussir ma mission derrière qui est de déconstruire l'image qu'on se fait des pays africains et des pays de l'Afro-World de manière générale. OK, super et en tant qu'antillaise, guadeloupéenne plus précisément, ah, Oui, c'est précise, on aime. c'est quoi ton c'est quoi ton ressenti vis-à-vis peut-être de la culture, bah, antillaise ou autre, quand tu arrives justement dans un pays, bah, de l'Afro-World comme tu dis? Je te pose la question, je vais étayer mon propos ici. C'est que moi, tu vois, je suis allé en Afrique subsaharienne la première fois l'an passé, donc moi j'ai commencé, bah, très tard, donc l'an passé et en fait, ça m'a beaucoup surpris alors parce que j'ai fait le Sénégal et la Côte d'Ivoire uniquement pour le moment, sur ces pays-là, mais ça m'a beaucoup surpris parce que j'ai trouvé beaucoup de similitudes avec les Antilles et c'est pas toi, tu me diras plus, mais moi, c'est pas tant au niveau de bah, c'est au niveau de beaucoup de choses, mais c'est surtout au niveau plus des gens, si je puis dire. Tu vois, le comportement des femmes âgées, des gens qui t'appellent, «mon fils», machin, tu vois? Il y a plein de similitudes. Toi, c'est quoi ta vision quand tu vas justement est-ce que c'est parce que tu vois? Et puis, il y a aussi un truc et ça, on en parlera, c'est que beaucoup de gens disent: «L'Afrique, l'Afrique, l'Afrique», mais en fait, l'Afrique, c'est quand même beaucoup de pays, c'est des cultures Ouais, différentes. Dans les pays, c'est ouais, des ethnies différentes. Donc, on peut pas juste dire l'Afrique et mettre tout dans le même sac, quoi. Mais de ouais. façon générale, quand tu voyages, c'est quoi que tu vois qui te fait soit penser aux Antilles, soit est-ce que tu vois des similitudes ou pas? Qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que tu fais des connexions, implicites et cetera? Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Alors, bon, déjà, je pense que tu n'as pas parce que tu as dit, tu es venu en Afrique assez tard. Je pense on n'est jamais tard dans les choses. Je pense que chacun a son chemin et je pense qu'il fallait que tu viennes à ce moment-là, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Et ensuite, c'est fou ce que tu dis parce que justement, les premières similitudes qu'on va voir, c'est des choses, purement, visuelles.
Bah, déjà, le fait qu'on est dans des pays où on a la majorité des personnes noires. Quand tu es en Côte d'Ivoire, le climat un peu humide, les palmiers et cetera, qu'on trouve pas forcément au Sénégal, tu vois? C'est pour ça que les pays sont vraiment différents. Là, dans la nourriture, dans ce qu'on mange, les fruits qui poussent, les légumes qui poussent, qu'on retrouve, la dernière fois en marché, on tombe sur un fruit tapin, et cetera, quand j'étais, dans le sud de la Côte d'Ivoire. Donc il y a toutes ces choses qui sont, je dirais évidentes, mais moi, là où je vois la ressemblance avec les Antilles, c'est vraiment comme tu dis, dans les gens, dans la place de la famille qu'on a dans nos sociétés, afro-caribéennes et du coup aussi dans les sociétés africaines, dans la place, qu'on a au respect. Alors, on parle pas de droit d'aînesse aux Antilles, mais il est fait implicitement dans pas mal de situations et ici, on parle clairement de droit d'aînesse. Je suis ton aîné, pas juste papa, maman, mais si je suis plus âgé que toi, tu me dois le respect. Donc il y a toutes ces choses-là que je retrouve beaucoup ici et qui font que je me sens bien ici peut-être. Peut-être que c'est pour ça, j'en sais rien. Mais ouais, il y a tout ça que je retrouve et qui font que je vois vraiment ce pont qu'il y a entre l'Afrique et la Caraïbe et surtout ce pont qui est là et qui existe alors que ça fait des centaines et des centaines d'années qu'on n'est plus là. Ça fait des centaines et des centaines d'années, qu'on est éloignés et pourtant ces choses restent là encore. Ouais, non, mais clairement et puis tu sais, il y a aussi un truc moi que j'ai beaucoup vu, puisque moi du coup j'ai fait le chemin inverse. Moi j'ai grandi principalement en Martinique et du coup je suis arrivé après pour les études donc post-bac et c'est vrai que tu vois par exemple un truc tout bête, tout vraiment très bête ce truc-là, mais tous les Antillais qui ont grandi au pays ont remarqué ce truc-là qu'on est arrivé, en hexagone, c'est le fait qu'au pays, tu connais tous tes voisins, mais tous, Ouais, c'est tu vrai vois? ça. Et il y a un truc, c'est parce qu'en fait, même, et des fois, en fait, implicitement, c'est quoi? C'est parce qu'il y avait beaucoup d'entraide, juste pour faire une parenthèse sur l'histoire, mais il y avait tellement d'entraide avant où c'était beaucoup de troc, je fais planter certains fruits et légumes, je te les donne, tu me donnes d'autres trucs et cetera et en fait, nous, ben, moi, je connaissais vraiment tous mes voisins. Quand je te dis voisins, c'est il y avait 40 maisons au moins, je connaissais tout le monde, mais vraiment, tu vois? Et c'est un peu le truc derrière que je veux mettre en lumière, c'est que si quelqu'un, par exemple, je sais pas, une personne âgée ou autre, je ne l'avais pas vue, qui était isolée ou autre, et ben, en fait, très tôt, j'avais des signaux. Je me disais: «Attends, je vais vraiment aller voir si elle est en bonne santé et cetera» et je rentre dans la maison, tu vois? Je rentre, je dis: «Monsieur, vous allez bien?» Il me dit: «Ouais, ça va». Je dis: «Ah OK, c'est bon» et puis je repars et moi, quand ça m'a choqué, c'est que quand je suis arrivé ici, en fait, tu peux vivre à un endroit, peut-être tu as croisé tes voisins une ou 2 fois, mais ça se trouve, tu les connais pas, tu vois? Ça dépend et ça m'a et je est-ce que toi, voilà ma question et après on en parlera parce que je sais que tu es installé maintenant en Côte d'Ivoire, en tout cas au moment où on parle, mais est-ce que tu as retrouvé ce truc-là ou pas du tout en termes de voisinage? Oui, alors en termes de voisinage, pas du tout, mais je vais t'expliquer pourquoi. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, c'est vraiment ça. Il y a un truc que j'ai oublié tout à l'heure quand on parlait des gens, c'est aussi le bonjour. Moi, j'ai grandi en hexagone comme tu le sais. Par contre, mes parents, nous ont toujours envoyés aux Antilles et moi, un truc que j'aimais quand j'arrivais en Guadeloupe, c'est qu'on était en voiture, on disait bonjour à tous les gens qu'on croisait sur la route et les gens répondaient bonjour normalement. Si tu fais ça en France, on va te regarder bizarrement, tu vois? Et ça, c'est quelque chose que j'aime trop ici. Et d'ailleurs, mon père qui est venu récemment, ici en Côte d'Ivoire, ça se voyait, je voyais dans ses yeux qu'il était content de retrouver ça. Parce que quel que soit l'endroit où tu vas, que tu rentres dans une pièce, que tu marches dans la rue et cetera, la personne que tu croises, tu lui dis bonjour. Et c'est pour ça aussi que je dis qu'en Afrique, j'ai retrouvé mon humanité. C'est parce que le bonjour, c'est pas juste un bonjour. Le bonjour, c'est dire: «Je te reconnais», c'est dire: «Je te vois», ça veut dire: «Tu es quelqu'un». Tu vois? C'est pas juste bonjour et ça, je l'ai beaucoup retrouvé ici. Bon, malheureusement, en fait, je suis dans un immeuble où en fait, il y a pas mal de bureaux, il y a peu de gens. Les gens viennent pour travailler. Je suis une des rares qui vit vraiment ici. Donc du coup, j'ai pas ce truc de voisinage comme on l'a, aux Antilles. Par contre, j'ai ma petite routine tous les matins et sur tout le chemin, je sais, le vendeur de garba à qui je dis bonjour, le monsieur qui vend les tournevis à qui je dis bonjour, la policière parce que tu connais les embouteillages à Abidjan, la policière qui fait traverser la route, à qui je dis bonjour. J'ai mes petites habitudes, les gens me connaissent, l'école devant laquelle je passe et les gardiens qui sont là, qui me disent bonjour. Quand j'ai des amis, les amis sont plus là: «Mais où est ta copine?» Tu vois, il y a vraiment ce truc que je retrouve facilement, ici et que j'avais pas, au final quand j'étais encore en hexagone. OK, non, mais trop, trop, trop bien. C'est vrai que franchement, c'est comme tu dis, je pense, ouais, part d'humanité et franchement, tu te sens, en tout cas au niveau humain, c'est vraiment et puis il y a aussi un autre point, franchement, il y a trop de points qu'on pourrait évoquer, mais j'ai envie d'évoquer juste celui-ci, c'est, le rapport au temps, quand tu es au pays ou en Afrique. C'est-à-dire que moi
En tout cas, et après tu vas me donner toi ton avis. Non, tu vas me donner ton avis. Moi, je donne mon avis. Je OK. t'explique. Quand quand moi je suis au pays, en fait, donc moi je suis très comme tu le sais, je pense qu'on est assez similaires quand même sur ça. On est très, tu vois, dire pourquoi on fait des routines ou autres et cetera, c'est parce que le bien-être est important pour nous et il y a aussi le bien-être, mais à côté, il y a un petit souci de performance en disant: «Bon, comment je peux optimiser mon temps? Comment je peux optimiser?» parce que le temps, c'est le truc le plus précieux qu'on a et cetera et donc Mmh. moi, quand je suis, aux Antilles, ça me fait la même chose, mais quand je suis arrivé aussi en Côte d'Ivoire, en fait, d'entrée, mon cerveau, en fait, commence à changer petit à petit parce que c'est pas la même notion de temps. Il y a en fait, déjà, je trouve qu'il y a 2 points. Le premier point, c'est qu'il y a trop de choses que tu maîtrises pas. C'est-à-dire que, ben, les choses qui se passent, tu ne maîtrises pas. Nous, typiquement, je sais qu'aux Antilles, quand il pleut, ben ça peut mettre à bas plein de rendez-vous. Il pleut, c'est bon, c'est fini, il y a plus rien qui se passe. Il pleut vraiment, tu vois? Et le deuxième point, c'est qu'en fait, on a aussi ce truc où, comme tu disais, la cellule familiale, en fait, c'est tellement plus important que moi, je sais que dès que je suis au pays, mes tantes m'envoient en mission H24. Je suis toujours en mission avec mes tantes, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc du coup, en fait, je peux pas être aussi performant que je le veux être. Donc il y a un peu un changement de priorité, si je puis dire, entre ce que je veux faire vraiment et puis ce que potentiellement je dois faire par rapport à la culture. C'est quoi ton avis sur la gestion du temps et puis est-ce que tu as Mais remarqué ce que je dis ou pas forcément? écoute, franchement, tu as été pour le coup, tu as été 2 fois, sur le continent africain et tu t'es pas installé, tu étais juste en séjour. Mais Jérémy, tu décris l'histoire de ma vie depuis 1 an que je vis en Côte d'Ivoire et ça là, tu vois? C'est pour ça que vraiment voyager en Afrique et s'installer en Afrique sont 2 choses complètement différentes. Parce qu'il y a des choses quand tu voyages qui peuvent t'énerver un peu, mais que tu acceptes sans problème. Donc un jour tu n'es plus là, ton avion part et rentre dans quoi tu connais. Mais quand tu t'installes, tu es vraiment dans un struggle, dans un combat de: «OK, ça commence à m'énerver, mais c'est toi qui as décidé de t'expatrier et tu n'es pas dans le même environnement qu'avant et donc il faut accepter et il faut t'adapter» et c'est vraiment ce que tu, décris. La première chose sur les imprévus, tu vois? Bah, on en a la preuve là dans ce podcast, on était en train de parler, tout d'un coup coupure d'électricité, mais that's it, tu vois? Peut-être au début j'aurais été: «Oh ouais, comment je fais? Je» non, ça coupe, ça va revenir. On va trouver une autre solution. Tu vois? Donc il y a vraiment tout ça, les imprévus, que ça soit, les coupures d'électricité. À Abidjan, je suis quand même bien servie, j'ai voyagé dans beaucoup de pays, c'est un des rares pays, enfin, c'est un des en tout cas une ville où il y a pas tant de coupures que ça. Là vraiment, c'était assez exceptionnel, mais je sais que ça arrive, tu vois? Donc il y a vraiment ce truc où, quand tu es en Occident, en tout cas en France, il y a vraiment ce rapport à tu sais que tout va se passer exactement comme ça doit se passer et du coup, je sais pas si c'est des charges mentales en moins ou tu as un tu parlais de shift tout à l'heure, ta manière de travailler, d'avoir des relations, sociales, de faire tes activités sportives et cetera, tu dois shifter pour tout. Tu peux arriver devant la salle de sport et puis c'est fermé parce que le gars a décidé quoi et puis tu vois, il y a vraiment des choses comme ça qui existent et après le rapport au temps, hem ouais, il y a vraiment ça dans le sens où, comme tu l'as dit, moi, tu sais, une journée moi, le matin, dans ma petite routine, je visualise comment je veux que soit ma journée. Il y a tous ces trucs où, comme tu parlais, souci de performance, tout en enjoy life. Parce que vraiment, à un moment donné, on a compris que le but, c'est pas juste d'arriver au but, mais c'est aussi d'apprécier le chemin jusqu'à cet objectif. Mais ouais, tu es dans ce petit paradoxe, ce peut tu essaies de trouver ce petit équilibre entre, heu, je veux obtenir mes objectifs, je veux à la fin de la journée, cocher tout ce que j'ai dit que j'allais faire dans mon planeur, mais il y a des choses qui sont importantes dans la vie et il y a des relations qui sont importantes dans la vie et ça j'y accorde, du temps, et de l'énergie et tu sais et je vais finir là-dessus parce que je sais que je parle beaucoup. Aujourd'hui, on met beaucoup le cliché de, les Antillais sont fainéants ou même les Africains ici, des fois quand j'entends des expats parler: «Ah, ils aiment pas travailler, ah ceci, cela». Je pense qu'en fait, les lunettes qu'on porte nous en tant qu'occidentaux, c'est, les lunettes, ben, d'un monde qui est capitaliste, qui est un monde qui est, result oriented, un monde qui est, tu vois vraiment je ne retrouve pas l'âme, je ne trouve pas la soul dans ce monde-là et en fait, c'est juste nos lunettes qu'on va poser exactement dans un environnement qui n'est pas le nôtre et dans un environnement qui n'est pas le nôtre,
Oui, le résultat peut être important dans certaines situations, mais des fois, le fait de rester assis 3 heures à parler à ta grand-mère qui avait besoin de parler, c'est aussi important, en fait. À la fin de la journée, tu auras pas fait autant d'argent. À la fin de la journée, tu auras pas rencontré cette personne qui allait peut-être débloquer quelque chose dans ton business. Mais chez nous, dans nos cultures, c'est aussi important et c'est ça que les gens peuvent avoir du mal à comprendre, avoir du mal à percuter et c'est ça aussi, nous aussi, en tant que ripat, en tout cas les gens qui rentrent, sur le continent africain, c'est ces lunettes qu'il faut qu'on essaie d'ajuster, si on veut vraiment, pour moi, hein, être dans une dynamique de retour vraiment sain, sur le continent. OK. Et non, non, mais je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que les KPI sont pas les mêmes, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, comme Ouais, tu dis, mon c'est ça. service, bah, c'est chiffre d'affaires, c'est performance et en fait, moi, tu sais, il y a un truc que je fais souvent, en tout cas que j'observe souvent quand je veux savoir qu'est-ce qui a de l'intérêt pour quelqu'un, c'est que je vais regarder par quoi il essaie de me définir. Typiquement, je vais rencontrer des gens, tu vois, à Paris, par exemple, tu vas aller dans un événement et cetera. Notre on va te dire: «OK, salut, alors tu fais quoi? Ou tu travailles dans quelle boîte?» Donc on va Ouais, ouais. d'emblée te définir par: «OK, est-ce que tu es un cadre? Est-ce que tu es pas un cadre? Est-ce que tu es un freelance? Est-ce que tu es un entrepreneur?» Et c'est comme ça qu'on va te définir. Aux Antilles, par exemple, moi je sais qu'on va te demander souvent: «Ah, c'est quoi ton nom de famille?» Tu vas dire Ouais, François Hardy. «Ah, mais tu es l'enfant de qui? Tu n'es pas l'enfant de machin et cetera». Et donc tu vois, on va te définir par: «OK, si ta famille, c'est une bonne famille, OK, ben, on va te parler avec toi» et cetera, tu vois? Et moi, en fait, ça, c'est un truc auquel je porte vraiment attention, c'est la première question que la personne va qu'est-ce qui intéresse la personne d'entrée, te dit un peu qu'est-ce qui est important pour elle, tu vois? Et te permet justement de comprendre ce truc-là, tu vois? Je sais pas, d'ailleurs, je sais pas, mais à Abidjan, est-ce que tu retrouves parce que je sais quand même que ça dépend, mais Abidjan a quand même aussi une belle partie business où quand tu as quand même beaucoup, oui. bah, d'effets de réseau, de business donc mais est-ce que tu retrouves aussi est-ce qu'on te demande plus, et peut-être toi c'est un peu différent parce que tu es quand même connu, là-bas et cetera, mais est-ce qu'on te demande qui tu es, d'où est-ce que tu viens? Qu'est-ce qu'on te les questions qu'on te pose au départ quand on te connaît pas, ce sont lesquelles? Mais c'est hyper intéressant ce que la question que tu poses parce que justement, il y a 2 mondes à Abidjan. Et quand je vais dans des mondes d'expat, de ripat, je sais pas si tu avais été à ITC. ITC, c'est un peu, Ouais, le l'endroit où week-end. donc tous les gens ouais, tu avais été. Donc voilà et pour les auditeurs, c'était vraiment ITC, c'est Ivoire Trade Center, c'est l'endroit où tu as pas mal d'entreprises. Il y a des gens qui disent que c'est le mini La Défense d'Abidjan. Et ben, quand je suis dans ces milieux-là, c'est tout de suite, «Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que à qui tu parles?» C'est vraiment, on va te définir par rapport à ton statut et limite, je vais te poser plein de questions pour savoir le niveau de respect que je dois t'accorder ou pas. Dans quoi tu enfin, tu sais, toutes les questions sont vraiment: «Qu'est-ce que tu fais?» Ça, c'est vraiment dans la partie Abidjan, ripat, expat et cetera. Par contre, quand je voyage dans la Côte d'Ivoire, quand je prends mon sac à dos, que je monte dans le nord de la Côte d'Ivoire, je vais à l'ouest, je vais au sud, je vais sur la côtière ou tout bêtement quand je marche et que des fois des passants m'interpellent ou que le gardien me parle, ça, on me demande jamais et pas parce que c'est des personnes qui sont dans un autre milieu social que moi, parce qu'ils sont taxi driver ou autres, parce qu'il y en a qui ne le sont pas, qui sont dans des statuts au même niveau que moi. J'ai rencontré des hommes politiques, j'ai rencontré des mais d'autres circonstances et les questions qu'on me pose sont radicalement différentes. «D'où tu viens?» «Ah mais c'est quoi la Guadeloupe?» «Mais du coup, vous êtes africain ou vous êtes pas africain?» «Mais du coup, tu vis où?» Tu vois, il y a vraiment ce truc de, d'un côté, on va me demander: «Qu'est-ce que tu fais?» et d'un autre côté, on va me demander: «Qui tu es?» et du coup, bah, les histoires sont différentes, les rapports sont différents, les connexions sont différentes. Je ne jette pas, je ne blâme pas l'un ou l'autre. Je pense que tu vois, quand tu parlais tout à l'heure des Antilles, le fait où on demandait de quelle famille tu viens pour savoir connaître le niveau de ta famille, je pense qu'il y a des trucs à prendre, des 2 côtés. Moi, j'ai choisi mon côté en tout cas, mais je pense qu'il y a des trucs à prendre des 2 côtés. Mais ouais, c'est pas parce qu'on s'installe en Afrique que tout d'un coup, c'est comme aux Antilles, tout voilà, je pense qu'il y a ces mondes aussi, surtout dans des villes comme Abidjan qui sont, comme certains disent, occidentalisées, français et cetera. Hem, dans ces villes-là, quand on est dans une démarche de ripat, il y a vraiment ces 2 mondes-là auxquels on peut faire face et du coup qu'on peut côtoyer et l'erreur après j'arrête de parler. L'erreur, je pense, c'est de parfois rester trop dans la partie, ripat expat. Moi, c'est l'erreur que j'ai faite au début. J'étais que dans ce cocon-là et au début, mon expérience à Abidjan n'était vraiment pas incroyable, hein. Je réfléchissais même à changer de pays. Avec ma meilleure amie, on a commencé à faire une liste d'autres pays et cetera. Par contre, quand j'ai pris mon sac à dos, que j'ai commencé à faire le tour de la Côte d'Ivoire, ça m'a complètement réconciliée avec le pays où j'avais choisi de m'installer, tu vois? Donc
Donc je pense que ouais, quand on est dans une démarche de repatriation, c'est bien d'être avec des ripas, des expats parce qu'ils ont des problématiques auxquelles on fait face. Ils nous permettent de nous installer, de faire une petite transition. Mais il faut pas, je pense, rester dans cet entre-soi, qui fait qu'au final, on a quitté un pays pour revenir dans un truc similaire. C'est juste qu'on a changé de location, quoi. Sur ça, donc du coup, tu as voyagé dans pas mal de pays et puis on va se concentrer en tout cas sur les pays de l'Afro-World comme, comme tu dis. Dis-moi, je sais que ça va être difficile, mais c'est quoi parle-moi d'un souvenir, d'une aventure, d'une expérience qui t'a marqué et tu te dis: «Non mais waouh quoi, c'était vraiment un truc incroyable ce truc-là». Je sais que ça va être dur parce que tu as voyagé beaucoup, mais Oh là allez, allez, à la limite peut-être deux trois ou bien ça peut être aussi une bonne surprise ou bien une mauvaise surprise, tu vois? Mais dis-moi une expérience qui t'a marqué à vie et quand, et que tu as gardé en mémoire Dans mes voyages, hein. dans tes voyages. OK, c'est bon, je l'ai. Tu l'as déjà? Hem, OK, vas-y. ouais, je l'ai, mais en fait, en réalité, enfin, il y en a plein et ceux qui suivent mes aventures savent que peut-être il y en a une autre qui était plus incroyable, mais c'est celle qui m'est venue là, peut-être parce qu'on parle d'Afrique et de Caraïbes, j'en sais rien. Mais vraiment, honnêtement, il y en a tellement qui sont incroyables, mais là, il y en a une qui m'est venue là comme ça et j'ai envie d'en parler parce que ça j'étais assez émue quand c'est arrivé. Donc pour le coup, moi, mon périmètre, c'est l'Afro World. C'est vrai que les gens me rattachent souvent à l'Afrique et c'est normal, je comprends. Mais pour ceux qui savent pas, en fait, moi, quand j'ai décidé de mettre le concept d'Afro World, c'est vraiment l'Afrique et la Caraïbe. Pour dire que pour moi, c'est pas vraiment juste l'Afrique, c'est l'Afrique et l'Afrique au-delà de ses frontières, c'est-à-dire tous les pays de la Caraïbe, les communautés afro d'Amérique latine, et cetera. C'est vraiment les pays de l'afrodescendance, comme j'aime le dire. Et en 2019, je décide de faire un mini tour de la Caraïbe avec ma petite sœur et donc on part de la Guadeloupe et on fait la Dominique, la Barbade, la Martinique, on fait plusieurs îles. Et quand j'arrive à la Barbade, on va dans un bar qui est, qu'on avait vu là comme ça sur internet, non loin de la maison de mon amie Rihanna, puisque c'est quand même de là d'où elle vient. Et en fait, on est au bar, donc le mec, on est toutes seules dans le bar, on lui explique qu'on vient de Guadeloupe et cetera. Et à côté de lui, il y a, je crois la serveuse, hein, et avec qui on discute bien. Et donc elle nous on rigole bien et elle nous dit que, bah, elle aime bien notre vibe et cetera, qu'elle aimerait bien nous préparer, un plat de chez eux qui est le plus connu, ça c'est l'équivalent au Ghana de Banku with Okro. Et c'est leur plat vraiment national là-bas, à la Barbade. Mais tu sais, quand tu voyages, tu rencontres plein de gens qui disent: «Ah, j'aurais voulu te faire ça, j'aurais voulu t'inviter» et cetera. Et donc nous, on rigole, on dit: «Ah bah, trop bien» et cetera. Bon, ben, malheureusement, nous, on part demain, mais une autre fois avec plaisir, tu vois? Mais on n'échange même pas les contacts parce qu'on sait que ça va pas se faire. C'est vraiment par politesse, quoi, qu'on se répond, qu'on rigole et puis on se dit au revoir et voilà, on continue notre vie. Le soir, on fait notre vie, le matin, on fait notre vie, on fait nos valises. On prend le taxi et puis on va à l'aéroport, quoi, normalement, comme si de rien n'était et puis on s'assoit, on attend et à un moment, je tourne la tête et je vois la dame avec son plat et je lui dis: «Mais tu savais pas à quelle heure on partait? Tu savais même pas à quelle heure on allait arriver? Tu sais pas à quelle heure notre avion décolle? Enfin, c'est comment?» Elle a dit: «Non, je suis là depuis ce matin, je savais que vous partiez aujourd'hui. Je vous ai dit que j'allais vous faire goûter le plat de chez nous, alors je vous le fais goûter maintenant». Notre avion partait dans 30 minutes, on devait rentrer dans l'aéroport dans 30 minutes, on n'avait pas le temps, mais on a pris le temps, comme tu vois, cette notion au temps quand les choses sont importantes. On a pris le temps, bah, vraiment on s'est assises. Elle est venue avec, tu sais, comment comme les Antilles, hein, avec son foutou, le torchon par-dessus. Le plat était encore chaud, on sait pas comment il peut être encore chaud. Et puis on a mangé, on a rigolé, on a fini par s'échanger le numéro de téléphone parce que, bah, il fallait qu'on garde contact avec cette dame-là et depuis, elle nous a peut-être contacté une ou 2 fois, mais tu vois, elle nous a rien demandé derrière, c'était vraiment elle a rencontré 2 petites Guadeloupéennes, on s'est bien entendues et la connexion s'est faite et tu vois, c'est ce genre de choses quand, on part en voyage, on s'attend souvent à ce qu'on raconte, «Ah, les magnifiques chutes devant lesquelles, je suis arrivée» ou, «Ah, cette montagne que j'ai gravie», mais moi, les moments les plus incroyables, c'est les connexions que j'ai fait avec les gens que j'ai rencontrés et cette dame-là, franchement, quand c'est arrivé, on s'y attendait pas du tout. Ça nous a fait, voilà, du baume au cœur et je pense que c'est ces petites choses-là qui te changent, en fait, quand tu rentres après chez toi, où tu dis qu'un inconnu, comme il peut mettre de la joie comme ça pour un truc très simple. Tu cuisines un plat, tu l'amènes, c'est terminé. Dans ta vie et du coup, toi, ça te voilà, ça te fait réfléchir aussi sur toi-même, sur ton rapport avec tes proches, ton rapport aux gens, ton rapport avec le monde, tout simplement.
Non, ouais, franchement super, super anecdote franchement et je j'ai imaginé, tu as réussi à me transporter quand tu as raconté cette histoire donc ouais, très, très cool et moi, tu vois, juste pour rebondir sur ça, est-ce que justement je t'explique parce que par rapport à ce que tu dis effectivement, moi quand je vais aux Antilles ou bien même quand je voyage effectivement des fois tu as des rencontres mais j'appelle ça, je mets des guillemets, mais un peu comme des rencontres d'âme. Tu te dis, tu sais pas d'où cette personne elle sort, mais il y a vraiment une connexion, c'est vraiment presque fraternel, tu vois? Et ma question, parce que tu vois, tous les 2, alors moi je te considère comme ça, tu peux me dire: «C'est pas ça». Moi je te considère comme une performeuse, si je puis dire, c'est-à-dire que tu es voilà, productivité, tu essaies d'aller straight to the point, tu as tes goals, tu as tes KPI, on a beaucoup d'échanges sur ça et donc du coup, pour moi, en tout cas, ça souligne un trait de performeuse. Mais quand justement ça t'arrive, ce type de rencontre-là, est-ce que tu as pas justement parce que tu as dit que ça te faisait réfléchir, moi ça me fait ça. Est-ce que tu as pas cette réflexion de te dire: «Mais en vérité, après quoi je cours aussi vite? Pourquoi je souhaite performer autant?» Et des fois, moi je sais que quand j'ai ce type de connexion-là, des fois, hein, je mets des guillemets, ça remet presque en question, tout mon mode de fonctionnement. Tu vois? Je me dis: «Mais en fait Jérémy, tu es là et Dieu seul sait à quel point moi je suis sur la discipline, performer, je m'engage, franchement je m'écoute, j'écoute, je fais vraiment ce que j'ai à faire». Et quand tu rencontres ces gens-là et que tu te dis: «Waouh!» tu te dis: «En fait voilà, j'ai pris le temps, j'ai peut-être pas fait ce que je devais faire, mais en fait, ça vaut beaucoup plus que tout ce que je veux». Est-ce que ça t'arrive et comment tu réagis dans ces moments-là? Ouais, enfin, c'est ce que tu dis, c'est fou. J'ai l'impression de tu verbalises des choses auxquelles moi-même j'ai déjà pensé. Tu mets des mots dessus et en fait, le tru donc est-ce que ça m'arrive? Oui, ça m'arrive que ça soit avec ces rencontres-là ou même des fois, tu sais, tu regardes un film ou tu vois, il y a des choses bon, je regarde plus trop de films maintenant, mais il y a tu sais, ça te vient là comme ça Ouais. et oui, je remets en question tout ce que je suis en train de faire évidemment et je pense qu'il y a des choses comme je disais tout à l'heure, il y a des choses à prendre, mais il y a des choses à garder. Et moi, là où j'ai évolué, parce qu'avant c'était vraiment comme ça quand tu parles de moi en tant que performeuse et cetera, surtout quand j'étais avec mon job de cadre, et en même temps gérer Abn Africa, où là, en fait, tu as même pas le temps d'aller aux toilettes, en fait. C'est enfin, tu dors, tu manges, tu penses, soit ton taf, alimentaire, soit, ton taf que tu veux que ça devienne, un vrai taf et hem et du coup, tu es vraiment très, très et du coup, tu as tes potes qui t'appellent pour aller, se poser, chez eux, ben non, tu as pas le temps parce que tu as 2 publications à créer. Tu as ta mère qui t'appelle parce qu'elle veut, je sais pas, t'apprendre à faire tel, gâteau ou tel pain au beurre. Bah, tu as pas le temps parce que tu as besoin de faire ton truc et moi, c'est une erreur que j'ai faite au début. Après moi, les erreurs, je vois aussi ça comme des opportunités de devenir la personne qu'on veut véritablement devenir donc je suis pleine de gratitude aussi d'avoir été dans cet espace-là à un moment donné dans ma vie mais au début d'Amn Africa et jusque pendant le voyage du mois 10 pays, j'étais très là-dessus. Des fois, je rencontrais des gens, des personnes, j'avais des rencontres de voyage qui auraient pu être super stylées, mais non, je dois faire mon montage, il faut que je le poste, il faut que je le poste et cetera et je sais que maintenant, par rapport à mon 10 mois 10 pays, je ne voyage plus du tout de la même manière. C'est tout bête pour vraiment rebondir sur ta question et sur qu'est-ce que oui, ça a remis en question tout ce que je faisais et j'ai essayé de changer et les évolutions qu'il y a eu, c'est que maintenant, par exemple, avant quand je voyageais, le soir même, ma communauté avait le recap de mon voyage sur Instagram. S'il fallait que j'arrête à 17 heures pour passer 6 heures en montage et poster soit ma story, soit ma vidéo, je le faisais. Maintenant, c'est hors de question. Dans tous les cas, les images sont là. Donc maintenant, quand je voyage, quand je voyage, je vis et c'est encore mieux pour les gens parce qu'au final, je vis encore plus de choses au final. Donc je vis tout bah, si quelqu'un m'invite, à son là, tu vois, en ce moment ici c'est le ramadan, je sais qu'on va venir pas m'inviter pour l'Aïd ou pour la fin du ramadan ou bon, pour le ftour. Ici, on appelle ça le ftour quand on casse, le jeûne et qu'on peut commencer à manger. Si je suis en voyage quelque part et qu'on fait ça, mais je vais aller, je vais manger, je vais rire avec les gens, je vais vivre le moment jusqu'à la dernière seconde et quand je rentre de mon voyage, là, je me pose et je délivre, tu vois? Donc il y a vraiment ce truc où j'ai vraiment décidé de voir ce qui est important au moment où je le vis et s'il faut décaler les choses, on va décaler, il y a pas de problème, tu vois? Et ça, c'est dans la partie voyage et dans la partie quotidien, c'est qu'avant tous mes objectifs étaient orientés Abn Africa. 99 de mes objectifs, c'était Abn Africa comme ci, Abn Africa comme ça, faut que je sorte ces trucs là et le 1 qui restait, c'était, faut que je perde 2 kilogrammes. Le petit truc santé, allez, pour faire semblant qu'on a des et là, maintenant, heu, tous mes objectifs sont liés sur le rapport que j'ai avec ma famille, combien de fois j'appelle ma grand-mère par semaine, sur ma santé, aussi bien mentale que physique,
Est-ce que j'ai besoin de parler à quelqu'un? Est-ce que j'ai besoin de voir un psy ou pas par rapport à ce que je suis en train de vivre? Tu vois, santé mentale et cetera. Le sport, avant le sport, c'était relégué à la dernière des dernières. Maintenant le sport, c'est ce Ah par quoi je ouais? commence le matin. Ah oui, Je l'aurais pas le cru. sport, c'était très loin avant. Ah bah, écoute, le sport, avant, c'était tu vois, j'essayais et cetera, mais par exemple, si j'avais beaucoup de choses à faire, ben, je squeezais le sport, ça me faisait économiser 45 minutes et bim, je commençais tout de suite à écrire l'article que je devais écrire ou monter la vidéo que je devais monter. Maintenant, c'est ce par quoi je commence. En fait, je ne commence pas à travailler tant que j'ai pas fait ma séance de sport le matin, tu vois? Parce que c'est lié à ma santé et parce qu'en fait, je préfère être en bonne santé qu'être très, 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 très riche, tu vois? Donc dans mes objectifs, j'ai, toujours été je reste aussi ambitieuse que je le suis pour Amn Africa, mais par contre, je mets Amn Africa au même niveau que la relation que j'ai avec ma famille. Moi, toute ma famille est hors d'Abidjan, donc on apprend à s'aimer à distance. Donc s'aimer à distance, c'est s'appeler, c'est faire, dans ma famille, on a, ce qu'on appelle la familiade. Donc à la fin de à la fin de chaque mois, on fait un call WhatsApp avec mon papa, maman, la sœur qui est en Guadeloupe, mon frère qui est partout dans le monde, en général. Donc toutes ces choses-là, tous les domaines de vie, deviennent aussi importants qu'Amn Africa et c'est là où, j'ai peut-être décidé de réinjecter un petit peu d'humanité dans mes objectifs, dans mes ambitions. OK. Tcha, non, franchement, tu réponds bien là. Tcha, tcha, tcha. Et non, 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 c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je pense que c'est vraiment cool et puis ouais, tu raison. Je pense que c'est vraiment, encore une fois, je pense que franchement, après c'est je sais pas, en tout cas, j'en arrive à cette conclusion, parce que moi, j'étais aussi très cartésien, pardon, très pragmatique sur plein de choses et un peu rigide, si je puis dire, très rigide et en Mmh. fait, je sais pas si c'est l'âge, si c'est le temps, si c'est les rencontres, mais j'apprends à effectivement à mettre un peu d'eau dans mon vin et à être plus comme un bambou, comme un roseau, à me dire: «Voilà, bon, écoute, il y a des fois, il faut faire un peu des concessions et puis c'est pas grave et puis on avance» et je trouve que la vie est Mmh. un peu plus intéressante, intéressante, comme ça. Et tu vois, tu parlais de quelque chose, par contre, je vais rebondir dessus et ça me permet d'aller sur une question. Tu as dit que, imaginons, tout à l'heure, tu as parlé de 6 heures de montage, tu as parlé de poster très vite pour ta communauté, pour ton audience, etc. Dans les conversations qu'on a pu déjà avoir, mais je vais quand même réexpliquer pour l'audience, on a un peu ce phénomène du tunnel. C'est-à-dire ce moment où Mmh. ton projet prend beaucoup de temps. Et quand je dis beaucoup de temps, c'est je me lève, je pense à mon projet, je vais manger, je pense à mon projet, je vais dormir, je pense à mon projet, je me réveille des fois en pensant au projet et en fait, ça fait que on veut tellement, on est tellement porté par une vision, on veut tellement réussir, alors je mets des guillemets, mais en tout cas aller loin, aller chercher ce qu'on peut faire et puis exploiter ce plein potentiel que parfois, je dis bien, sur ce laps de temps qui est donné à ce tunnel-là, en tant que personne, on s'oublie. C'est-à-dire qu'on se donne à 100 on est par exemple, toi, ça va être Abena, Abena, Abena et puis, en fait, peut-être que Sandy, elle est un peu oubliée. Est-ce que ça t'est arrivé? Oui ou non? Et comment tu as géré cette partie-là? Est-ce que tu l'as conscientisé? Et comment dire ça? Quelle action tu as prise pour justement faire attention et cetera? Parce qu'effectivement, des fois et après je te laisserai répondre, des fois, effectivement, le fait de s'oublier dans le processus, des fois, ça a pas forcément que des aspects positifs. Donc en fait, il faut faire attention. Donc, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui, non? Et puis après, Ouais. comment tu t'en es sorti? Mmh. Waouh, tes questions, Jérémy, tu parles à mon âme, qu'on dirait que oh! Ces questions ces questions-là, oui, bah, oui, ça m'est arrivé évidemment, malheureusement ou heureusement, pour les leçons que ça m'a apprises avec Amn Africa. Hem, Ça a été crescendo et surtout ce que je retiens de ça, c'est que je m'en suis pas aperçue. C'est surtout ça le truc. C'est que c'est vraiment un moment où je me suis réveillée et que j'ai regardé derrière et je me suis dit: «Non mais attends, 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 attends. Tu vois jamais tes potes, tu même pas le temps de faire du sport, on en parlait tout à l'heure, tu même plus le temps de bien manger, tu en voyage, à la base, c'est pour rencontrer des gens, là, tu rencontres moins de gens parce que tu es tout le temps dans ton truc. Tu extrêmement fatigué, tu commences même à avoir de la fatigue créative. Comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis quelqu'un d'assez créatif et je suis là, je regarde et j'ai une idée qui vient, bim, il faut que je la note parce que je veux alléger mon cerveau au cas où une autre idée arrive et et heu et même ça commençait à baisser ou à être moins je prenais moins de plaisir à faire les choses que j'aimais. Moi, les vidéos alors maintenant, il faut vraiment que je commence à déléguer, hein, mais moi j'adore,
pas forcément être monté dans la technique, mais à penser au storytelling, à l'accroche du début de vidéo, à ce que je vais faire. Enfin, ça, j'aime trop, ça me là, j'en parle, j'ai des frissons et même ça, ça commence à devenir, une charge pour moi et le truc, c'est que vraiment, je redis, je m'en suis pas rendu compte. C'est vraiment à un moment donné, je me suis réveillée, je me suis dit: «Ah ouais, non, mais là, il y a un truc qui va pas». Un peu comme le: «Ah, il y a un truc qui va pas parce que tu es salarié et que tu veux être libre» et ben là, quand tu es en train d'être dans ta liberté, finalement, il y a un autre truc dans lequel tu es en train de t'emprisonner. C'est quoi cette histoire? Donc ouais, ça m'est arrivé en plein dans mon voyage, 10 mois, 10 pays. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, alors que je faisais 10 mois, 10 pays, chaque mois je changeais de pays, à un moment donné, j'ai dû faire une pause. Donc j'ai volontairement choisi la règle dans mon 10 mois, 10 pays, c'était que j'avais pas le droit de faire un pays que j'avais déjà fait. Donc du coup, j'ai décidé, volontairement d'aller dans un pays que j'avais déjà fait, qui était le Ghana, pour me poser et pendant un mois, pas être, avec mon téléphone, voyager, organiser, être avec des guides et tout. Juste un mois à Accra, la capitale et vivre ma vie, une vie normale quoi, avoir ma petite routine, aller au sport le matin et cetera et donc j'ai fait ma pause. Ensuite, je suis repartie, mais j'étais encore dans ce truc du mois 10 pays, donc ça a bien sûr guéri pas mal de choses. En tout cas, ça a permis de récupérer un peu d'énergie, mais j'étais encore un petit peu quand même dans ce tunnel, dans cette roue où tu continues à courir, à courir, à courir et là où j'ai vraiment au final réussi à me poser, c'est quand je me suis installée en Côte d'Ivoire. C'est 2 choses. C'est le fait de m'être installée en Côte d'Ivoire et le fait d'avoir sorti mon premier vrai produit. Quand je voyageais, je faisais des masterclass, mais qui étaient, pour moi, il y a 2 sortes de produits. Il y a les produits qui nécessitent ta présence tout le temps, donc masterclass, je dois être là et je dois parler aux gens et il y a les produits, où tu les fais une fois et après ils peuvent se vendre. Même là, toi on est en train de parler, ça peut être ça est en train de se vendre, c'est mes guides. Et en fait, il y a eu 2 choses vraiment qui ont fait que, j'ai pu plus facilement retrouver un rythme sain, même si parce que tu m'as la question que tu m'as posée, c'est: «Est-ce que ça m'est arrivé et comment j'ai fait pour, pallier ça?» La vérité, c'est que je suis encore dans le je suis encore en train de pallier ça. Je suis vraiment encore en train de mettre en place des systèmes et des choses dans ma vie pour, ne pas retomber dedans, tu vois? Mais en tout cas, ça a été aidé par 2 choses. La première chose, c'est que je me suis installée dans un pays, donc du coup, j'avais une base à nouveau, j'avais un appartement, j'avais, une nouvelle stabilité, même si je continuais à pas mal voyager et la deuxième chose, c'est que j'avais dans mon activité, parce que c'est bien joli de dire: «Je vis de ma passion, je vis de ma passion», mais tant qu'on ne sort rien, tant qu'on ne monétise pas sa passion, bah, en fait, c'est que ton livret A qui finance ta passion et qui ne rapporte Mmh. rien derrière et à partir du moment où j'ai lancé mon produit, qui m'ait rapporté beaucoup d'argent ou pas, c'était pas le sujet. Mais c'était moi, dans ma tête, me dire: «OK, j'ai enfin fait un truc qui peut être sustainable. J'ai enfin fait quelque chose qui ne nécessite pas pardon, que je sois tout le temps là. Je peux m'absenter pendant une semaine d'Instagram, mon guide peut se vendre, si j'ai bien automatisé certaines choses, tu vois? Donc il y a c'est vraiment 2 choses qui ont permis d'éliminer une charge, je pense que j'avais, dans la tête et aussi un peu dans le cœur quand même et à partir de là, c'est là que j'ai vraiment, ben, remis en place des routines. Mes routines matinales, mes routines du soir et cetera et hem et voilà, c'est là vraiment où j'ai ça m'a permis de faire ça de manière, plus smooth en tout cas et aussi j'ai pris la décision, d'arrêter d'accepter toutes les opportunités. Ça c'est un truc important quand même pour répondre à ta question où, à partir du moment où tu as 150 000 abonnés sur Instagram, on t'appelle de partout, hein. Encore tout à l'heure, j'ai reçu un message pour aller, au Cameroun, aller, en Tanzanie, aller ceci, aller cela et en fait, la plupart bon là, c'est propre à mon domaine, mais la plupart des propositions qu'on me fait, c'est: «On te paye tout, par contre on te rémunère pas». Et moi, bah, vu que j'étais en mode: «Ah bah, je veux faire du contenu, ah bah, c'est quand même ma mission de déconstruire l'Afrique, ah bah, ah bah, ah bah», j'allais et souvent, enfin pas souvent, mais bon, en tout cas, il y a une grosse période où je suis pas rémunérée, mais quand tu pars une semaine, même si c'est tout frais payés et que tu es pas rémunéré, c'est de l'argent qui rentre pas dans ta boîte. Ou alors c'est du temps sur lequel tu pourrais passer sur un projet, sur lequel tu tu pas en train de passer et tu es en train de faire quelque chose qui va rien faire rentrer dans ta boîte et toi, quand tu as besoin d'acheter tes billets d'avion, tu peux pas aller voir Air France et dire, «Ah oui, mais j'ai un voyage gratuit madame, je peux payer mon billet avec ça». Non, en fait. Donc il faut qu'il y ait des choses qui rentrent et donc c'est aussi, savoir dire non à certaines opportunités. Dire non à certaines opportunités, c'est dire oui à ses objectifs, à certaines choses qu'on s'est fixées. Ah, franchement, ouais, je n'ai rien à rajouter, donc je vais passer à la question suivante parce que j'ai rien à rajouter. Non, mais en vrai, franchement, c'est cool et même, tu vois, il y a un point que tu as abordé, c'est effectivement, réussir à décorréler son temps de l'argent.
C'est-à-dire vraiment se dire: «Bah, voilà, je mets beaucoup d'intensité au début» et cetera et d'ailleurs tes guides sont extrêmement bien faits puisque j'ai eu la chance de Merci. les voir et on sent que c'est ultra, pertinent, travaillé, réfléchi. C'est vraiment quelque chose en tout cas qui est, c'est pas du copier-coller, c'est vraiment de l'expérience et en vérité, je pense que les gens, en fait, pourraient trouver des informations partout, je sais pas, sur la Côte d'Ivoire, sur le Sénégal, sur d'autres trucs et cetera. La vérité, c'est que ce que les gens veulent, c'est l'expérience de quelqu'un qui y a été et à travers ce prisme-là, dire: «Bah, voilà, l'expérience, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Si vous êtes comme ça, voici ça, c'est ce que je vous conseille» et cetera. Donc moi, c'est ce que j'ai montré, c'est cet angle-là que tu as dans tes guides et dans tes produits que j'apprécie beaucoup et il y a un deuxième point aussi, tu parlais, à un moment juste avant qu'on jump sur un autre sujet, tu parlais effectivement de créer des ponts entre, la Caraïbe, l'Afrique, l'Afro-World de façon générale et moi, j'ai un point à voir avec toi, c'est que pour ayant grandi en tout cas aux Antilles et ça c'est une réalité, beaucoup d'Antillais de façon générale et moins maintenant, mais beaucoup d'Antillais en tout cas, n'ont pas forcément connaissance de ce qu'est vraiment l'Afrique en général ou les Africains et donc du coup, il y a un peu une méconnaissance et on se dit: ben voilà, juste on se connaît pas, on n'a jamais forcément discuté ensemble, à part ceux qui sont allés en hexagone, mais en général, si tu restes au pays, bon, c'est peut-être rare et dans les 2 sens, hein, que tu croises des Antillais ou des Africains et cetera. Et toi, du coup, moi, ce que je kiffe sur ton contenu et de façon générale, c'est que, encore récemment, tu avais tes parents qui étaient avec toi. Donc, madame maman Abena et monsieur papa Abena. Et donc du coup, moi, j'aurais bien aimé avoir ton avis sur, en tant qu'antillais justement, qui ont je ne sais pas si les 2 ont grandi, aux Antilles ou pas, mais en tout cas qui ont en tout cas grandi dans la culture antillaise. C'est quoi du coup, eux, maintenant, leur vision de l'Afrique? Parce que je pense qu'ils y sont déjà allés avant que ce que moi j'ai vu, mais c'est quoi leur vision? C'est quoi leur ressenti? C'est toi, j'ai envie d'avoir le retour un peu, je mets des guillemets, mais j'ai envie d'avoir un peu, tu vois, si tu veux, le retour d'anciens antillais Ouais. ou autres, qui sont allés en Afrique. C'est quoi la vision de tes parents sur l'Afrique? Est-ce qu'ils avaient des préjugés ou pas du tout et cetera? C'est quoi? Ouais. Ouais, le premier mot qui me vient quand tu me demandes c'est quoi, le premier mot qui vient, c'est émerveillement. Quand je vois mon père là, j'ai passé du temps avec mon père, en Côte d'Ivoire, on a fait plusieurs villes et cetera. Émerveillement et constamment, il y a pas un jour où il a pas dit: «Ah mais tu sais, c'est comme chez nous, ça on dit en Guadeloupe». Donc émerveillement et vraiment ce truc de faire le lien entre ce que lui connaît de son enfance. Mon père, il dit souvent, tout le temps: «Ah tu sais, en Guadeloupe, c'était comme ça avant. Ah tu sais, ah bah ça, c'est comme la Guadeloupe des années 70 et cetera et donc pour répondre à ta question, mon père, lui, il a grandi en Guadeloupe et ma mère elle a grandi en Guadeloupe, mais elle est partie à l'âge de 6 ans. Donc vraiment la personne qui nous même si les 2 ont la culture antillaise, la personne qui nous transmet vraiment la culture antillaise, que ce soit par les plats qu'ils cuisinent, la langue, l'histoire, comment ça se passait avant, c'est vraiment, mon père et quand il était ici en Côte d'Ivoire, il y avait vraiment, il y avait vraiment ce lien, même, tu vois, aussi bien culturel que les endroits naturels. On va avoir tel bassin, ah, ça me fait penser au bassin de Thomas en Guadeloupe. La manière dont les gens s'adressent, on en parlait tout à l'heure, c'est ouais, c'est ces connexions que eux font quand ils sont ici et qu'on met aussi l'émerveillement. Il y a l'émerveillement de, nous, mon père, quand il me parlait de l'Afrique, c'était vraiment, quand j'étais petite, hein, Sandy, on parle mal de l'Afrique à la télé, mais c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Même si lui-même n'avait jamais mis les pieds en Afrique, mais il était persuadé qu'on mentait à la télé et il avait bien raison quand j'ai été vérifiée moi-même, quand j'avais 18 ans au Ghana. Hem, et en fait, il y a quand même cet émerveillement il y a enfin cette surprise de se dire que, bah, oui, en fait, au niveau, il savait que c'était pas, n'importe quoi en Afrique et tout, mais en tout cas ici à Abidjan, de voir que, bah, en fait, sa fille, elle a une vie, bah, assez confortable ici. Il y a pas, tous ces clichés qu'on peut avoir sur le continent. Lui, il est arrivé, il était là, il voulait plus repartir. Que ça soit l'appartement dans lequel je vis, que ça soit, la facilité d'aller d'un point A à un point B à travers, bah, nous ici c'est Yango, comme en France c'est Uber. Donc il y a aussi ce truc de, OK, en fait, on est dans un environnement où on retrouve notre Guadeloupe d'avant et en même temps, on a, la modernité de ce qu'on a, en France aujourd'hui ou en Guadeloupe aussi aujourd'hui. OK, ouais, non, trop bien. En tout cas, c'est cool et je pense que ça, ça inspire beaucoup de personnes, ce que tu fais avec tes parents ou même
le lien que tu as avec eux ou bien même leur faire découvrir des choses. Parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes, un peu comme, ouais, je dirais peut-être de nos âges à peu près, qui aspirent justement à se dire: «Ben voilà, qu'est-ce que je peux offrir aux parents? Qu'est-ce que je peux leur faire découvrir?» et cetera. Donc je pense que ça inspire beaucoup en tout cas, donc chapeau pour ça. C'est très, 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 très Mmh. cool. Et tu as fait pas mal de pays, tu aurais pu t'installer dans pas mal de pays. Qu'est-ce qui fait que tu choisis la Côte d'Ivoire? Sachant qu'en plus, si je ne me trompe pas, et tu me coupes si je me trompe, tu nous as fait à tous un prank sur Instagram. Oh! Ah Tu nous as fait non! croire. Non, Ah! moi Ah! je vais te dire aujourd'hui ce qui s'est passé là, l'autre jour. Tu nous as fait croire que tu t'installais à Dubaï. En plus, tu as fait un montage bien fait, tu sais pas, tout le monde a plongé dedans. Moi, le premier du coup, du comme ça. Qu'est Explique-nous ça déjà. Pourquoi la Côte d'Ivoire, déjà, dans un premier temps? Mmh. Vas-y. OK, Non, non, je pourquoi la t'écoute, Côte je t'écoute. d'Ivoire? Ouais. OK, OK. Pourquoi la Côte d'Ivoire? Alors ce qu'il faut savoir, en gros, moi quand je quitte la France, pour faire mon 10 mois 10 pays et qu'à la fin je sais que je vais, m'installer en Afrique, pas tout de suite, mais je sais que 6 mois, 1 an après mon 10 mois 10 pays, je vais aller m'installer en Afrique. L'idée, c'était aussi un peu de faire le tour, de voir le pays où je me sens le mieux. Hem, Quand je quitte la France pour faire mon 10 mois 10 pays, je sais qu'il y a 2 pays dans lesquels je ne vais jamais m'installer, c'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Ça, mais tous mes amis le savent, ils savent la vie que j'ai sur ces pays-là. Pour moi, c'est trop francisé. Vous roulez dans des routes où il y a écrit Valéry Giscard d'Estaing, De Gaulle et compagnie, non merci. Donc vraiment, j'étais en mode, j'aime beaucoup ces pays, mais quitte à quitter la France, autant aller dans un pays où je suis vraiment, totalement hors de ma zone de confort, dans une culture totalement différente. Alors qu'au Sénégal et en Côte d'Ivoire, même si, on est dans des pays où il y a des cultures très prononcées, au Sénégal avec le wolof, enfin, on a des cultures très prononcées, mais il y a vraiment quand même une partie, dans certains endroits, francisés et moi, je me suis dit: «Moi, je coupe totalement avec ça et je vis une nouvelle expérience». Sauf que en faisant 10 mois 10 pays, qui se transforment en 16 mois 16 pays et qui se transforment après en 24 mois de nomadisme, zone de confort, c'est bon, j'ai eu assez. Zone d'inconfort là. En fait, ma vie, c'était ça totalement. Tu arrives dans un pays, tu dois te réadapter, te faire de nouveaux amis, te réadapter à la culture, à la langue, à comment on achète internet ici, à comment on paye ici. Et puis quand tu commences à peine à commencer à comprendre, ah bah, on est déjà à la fin du mois, tu dois passer au pays d'après. Et en fait, la zone d'inconfort, je l'avais, constamment et j'avais besoin à la fin au bout de 2 ans de nomadisme, j'avais besoin de simplicité, facilité, de choses que je connais. Ça, c'est la première chose. C'est la partie, plus, infrastructure, culture et tout. Parce que moi, à la base, je voulais aller dans un pays anglophone, donc peut-être, Ghana, Tanzanie et cetera. Mais en fait, quand je réfléchissais à vivre dans ces pays-là, j'étais déjà un peu à la fin de mon voyage, quand je m'imaginais, j'avais une petite boule au ventre et souvent, tu sais, on dit: «Faut écouter son corps» et OK, j'ai une boule, mais pourquoi j'ai cette boule? Qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, je me suis dit j'ai réfléchi, tu sais, ça a pris du temps et je me suis dit: «En fait, la réalité, c'est que j'aime ces pays-là, j'aime la vibe de ces pays-là». Tu sais, en Afrique de l'Est, ils sont très peace, j'aime trop comment ils sont, on dirait qu'ils ont pas de problème dans leur vie, ils disent bonjour avec le sourire tout le temps et cetera et mais ça reste très éloigné de ce que je connais. Et pas uniquement la langue, tu sais, culturellement, même dans ce qu'ils mangent. Nous, en France, quand on grandit en France, on est beaucoup avec les Congolais, les Ivoiriens, les Sénégalais, donc on connaît un peu ces cultures-là avant même d'y voyager et en fait, je me disais: «C'est en fait là, en fait, si je vais là-bas, je vais être à nouveau dans une zone d'inconfort trop grand et trop important par rapport à si je choisis d'autres pays». Et aussi une autre chose qui est très importante, j'aime voyager solo. Je suis quelqu'un, qu'on peut qualifier parfois de solitaire et cetera. Mais là, pareil, 2 ans à être tout le temps seul. Bon, même si je rencontrais des gens, hein, mais le par défaut, tu es seul. Tu dors seul, tu manges seul, tu voyages seul, tu fais tout seul. Et ben, 2 ans en étant seul tout le temps, et en devant te refaire des amis à chaque fois que tu changes de pays et ben, là, j'avais envie d'être dans un endroit où j'ai pas besoin de réinvestir dans cette énergie sociale et à Abidjan, j'avais déjà des gens. C'était pas mes meilleurs amis, c'était pas mes frères ou mes sœurs, c'était des gens que je connaissais déjà, qui me connaissaient déjà. Il y avait même des gens qui me connaissaient d'avant Amn Africa et c'est très important, on en a déjà parlé, en off, que voilà, moi maintenant enfin, c'est les relations que j'ai avec les gens d'avant Amn Africa et d'après Amn Africa sont assez différentes, à part quelques exceptions et j'avais carrément des gens qui connaissaient Sandy, qui connaissaient pas Amn Africa. Toute parenthèse, en gros, pour que les gens comprennent, c'est qu'une fois qu'Amn Africa part, est-ce que les gens restent pour Sandy ou pas? Voilà, c'est pour ça que je faisais cette différence-là. Je reviens au sujet de base, et en fait, à Abidjan, j'avais déjà des gens. À Abidjan, je sais ce qu'on mange à Abidjan. En plus, Abidjan, faut quand même le dire,
c'est la capitale de la banane plantain. Et moi, mon amour pour ce bijou de la nature est important. Donc, il y avait toutes ces choses. Et Abidjan aussi, c'est pas loin de la France. Ah, tu Abi- Aïe, aïe. Abidjan, c'est pas loin de la France, donc pas loin de la Guadeloupe. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je sais que j'ai besoin d'aller en Guadeloupe au moins une fois par an. Si je m'installe en Tanzanie, au Mozambique ou en Afrique du Sud, bon, en Afrique du Sud, maintenant, il y a des directs, mais je sais qu'à chaque fois que je vais devoir rentrer, il va falloir que je fasse peut-être une escale en Éthiopie, ensuite arriver à Paris, puis de Paris aller en Guadeloupe. Là, je sais que en 6 heures, je suis à Paris, et donc en 6 heures plus 8 heures, je suis en Guadeloupe, ou un peu plus, tu vois. Donc, pour toutes ces raisons-là, je voulais être en Côte d'Ivoire, et franchement, si ça à refaire, je refais 1000 fois. C'est vraiment le meilleur choix que j'aurais pu faire par rapport à ce dont j'avais besoin à ce moment-là. C'est vraiment le meilleur choix que j'aurais pu faire, et il y a même des choses auxquelles je n'avais pas pensé qui finalement me sont kiffées ici, tu vois? Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi, Abidjan. OK, OK du coup, ça fera potentiellement bientôt 1 an? Ça fait déjà non, ça fait presque 1 an que tu seras Écoute, Jérémy, à l'heure où on se parle, ça fait très exactement 1 an et 3 jours que je me suis installée en Côte d'Ivoire. Je suis arrivée le 1er avril. un peu Dieu neuf. 1er avril, date de ma publication, de Dubaï. Mmh. Tu as joué avec nos cœurs, hein, mais c'est pas grave. OK et donc du coup, après 1 an, parce que je pense que maintenant, tu vois, tu as assez quand même, de hauteur, on va dire. Comment tu te sens justement maintenant à Abidjan? Ton day to day, on va dire tes Ouais. ouais, le après on en parlera un petit peu après, mais ouais, comment aujourd'hui tu te sens à Abidjan en termes d'installation, en termes de vie au quotidien, quoi? Après 1 an? Ouais. Ouais, bah, alors justement, pour moi, c'est un peu, particulier, je dirais, parce que bien que ça fait 1 an que je suis installée, comme j'étais, peut-être dans une sorte de transition entre ma vie de nomade, H24, et ben, j'ai un nouveau pays. Quand je suis arrivée, j'avais encore tout le temps des voyages. Dès que je suis arrivée à Abidjan, après je crois que je suis partie au Congo, après je suis repartie au Sénégal, après je devais rentrer en France, après j'ai été un mois en Guadeloupe. Enfin, j'étais encore très, ben, hors du pays, quoi, et c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de temps. Je suis arrivée à Abidjan, il y a 1 an, mais ça fait même pas 4 ou 5 mois que je suis dans un appartement. Sinon j'allais de Airbnb en Airbnb, tu vois? Donc, heu j'en parlais tout à l'heure. Au début, ça a été difficile de m'adapter à la société abidjanaise, parce que en fait, pendant 2 ans, tu étais dans des relations et dans des connexions hyper, vraies, hyper authentiques, avec, cette femme qui t'apprend à faire du beurre de karité, avec ce taxi driver qui t'explique, les 2 familles qu'il a à gérer parce qu'ils ont une famille polygame. Et tu vois, tu es dans des trucs hyper, simples, hyper purs, pas de trucs bizarres, de fake relation, et cetera. Et tu arrives en fait tu restes sur le même continent, mais dans un autre univers. Et c'est le cas dans toutes les capitales. C'est pas Abidjan en particulier, mais quand tu arrives pour vivre, c'est pas quand tu arrives pour voyager. Et du coup, bah, tes relations sociales sont différentes. On en parlait tout à l'heure, les gens qui s'adressent à toi et veulent savoir, ce que tu fais, essayer de jauger combien tu gagnes, avec qui tu parles, c'est quoi ton réseau, et cetera. Et du coup, ben, moi, mon cerveau, il a pas compris, je pense. Mon cerveau, il avait pas l'habitude d'avoir ce genre d'interaction. Et donc moi, au début, ça a été très compliqué, hein. Je le répète, au début, vraiment, je suis arrivée en avril. En juin, j'ai commencé à faire une liste de où je dois aller ailleurs. Mais en fait, ailleurs, ça allait pas être différent, parce que ton voyage est terminé, Sandy. Là, tu arrives dans un endroit où tu es censée être stable, et donc quand tu es dans une vie stable, bah, il y a ce genre de choses-là. Donc, je vais dire que je commence vraiment à avoir une vraie vie à partir de la fin d'année 2023, quand j'ai mon appart, que mon appartement a des canapés, des tables, parce que j'ai dormi très longtemps sur mon matelas, au milieu de mon salon. Et donc mon day to day, maintenant vraiment, Jérémy, donc là, je pense que surtout depuis janvier où j'ai commencé à avoir un vrai day to day. Et c'est trop bizarre ce que je vais dire, mais c'est trop bizarre de le vivre chaque matin. Mais tous les matins, Jérémy, quand je marche pour aller à ma salle de sport, je regarde autour de moi, et je suis: «Mais attends, là, j'ai l'impression d'être dans un de mes rêves». Et ça m'était jamais arrivé. Même quand je faisais mon 10 mois 10 pays, dans mon 10 mois 10 pays, c'était incroyable ce que je vivais, mais comme j'étais dans ce truc de, burn-out, de tout le temps travailler, et cetera, je pense que j'avais moins le temps de me poser et tout. Et là, le matin, je me réveille, je sens l'odeur s'il a plu la veille, je sens l'odeur de la boue mouillée, je vois le monsieur qui me dit bonjour le matin, je vois le palmier au vent, j'ai la chaleur sur ma peau, et je suis libre. Il est 7 heures du matin, je suis pas en train de courir après un RER, je vais à ma salle de sport pour prendre soin de mon corps. Après, je vais rentrer, je vais faire mon petit smoothie.
J'ai une vie, en fait, je vis vraiment la vie que j'ai voulu avoir et c'est une sensation très bizarre parce que je l'avais jamais ressentie et c'est une situation où tu te sens bien et donc mon day to day, c'est que j'ai mis en place mes routines. J'ai mis en place, j'ai mon petit groupe d'amis qui se forme parce qu'au début, je suis arrivée avec ce truc de, parce que tu sais, sur Instagram, tu suis plein de gens qui vivent aussi à Abidjan et en fait, quand tu arrives, tu veux rencontrer tout ton Instagram, mais en fait, même s'il y a des gens magnifiques, hein, mais ton Instagram, c'est Instagram et les vrais gens, ils sont pas forcément sur Instagram donc il y a eu ce moment où j'avais des relations sociales qui étaient, ben, peut-être très, réseaux sociaux, on va dire, mais pas assez profondes. Là, je commence à me faire mon vrai groupe d'amis de gens qui s'en foutent que je sois Africa ou pas Africa, de vraies relations et donc voilà, on vit la Abidjan World Life. Je suis pas dans le PA comme on dit ici, de tout être dans les soirées donc les gens qui ont peur de ça, sachez qu'il y a une vie qui existe à part le pays à Abidjan. Il y a des expos, il y a des pièces de théâtre, il y a des trucs vraiment cool et donc voilà, moi, c'est comme ça que ma vie est pour l'instant. OK, OK, cool et en plus, hem, c'est vrai que moi, tu vois, je vais faire le parallèle avec les Antilles parce que c'est plus aux Antilles que je reste longtemps, quand j'y vais, mais j'ai un peu ce truc où, en fait, je mets des guillemets, vraiment des guillemets, mais c'est tellement je me sens tellement à l'aise, moi, je vais vraiment c'est très subjectif. Je me sens tellement à l'aise que je me dis: «Mais en fait, même chose, mais pourquoi je vais aller performer, en fait? Je suis chill, travailler un petit peu». Déjà, je fais pas à manger, ma mère me dit: «Qu'est-ce que tu veux manger?» Ça fait longtemps qu'on Mmh. putain! Ça Ah, te dit: la douceur de cette phrase. «Tu as vu?» Et en plus, je sais que, potentiellement même en Côte d'Ivoire ou autre, il y a beaucoup des gens qui ont des, aides ménagères, qui ont des j'ai oublié le nom, mais en tout cas qui cuisinent pour Oui, vous. ici, on dit nounou, mais c'est vrai que j'en ai pas parlé quand tu m'as parlé de mon day to day. Mais c'est vrai, tu rentres, j'essaie de rentrer, la nounou est déjà là en train de nettoyer mon chez moi. Ça n'avait pas ça à Paris, hein. Donc, tout ça, excuse-moi, je t'ai coupé. Tu vois? Donc il y a pas ça et en fait, moi, mon point, c'est que moi, franchement, je sais que subjectivement, donc pour en avoir parlé avec d'autres personnes qui ont beaucoup voyagé aussi, hein, c'est que pour qu'on performe, on sait qu'on a besoin d'un confort. C'est-à-dire que je me dis, Oui. comme par exemple ici, quand c'est l'hiver, c'est le moment où je suis le plus productif. C'est pour ça à chaque fois, j'ai dit que le Q1, je suis enfermé dans mon truc et je shoot des tâches parce que, je sais pas, je me lève, il fait gris et cetera. Je sais pas, ça me met dans un mood où je me dis: «Tu performes». Mais quand il fait trop beau, trop bon, qu'il y a une odeur qui passe, man, il y a un truc dans une voiture de glace qui klaxonne dehors, faut sortir, tu peux quoi tu vois? Moi, je trouve ça ultra difficile de performer et c'est pour ça qu'en en discutant avec j'ai des potes, hein, des potes ivoiriens qui me disent: «Mais gars, moi, je vais pas m'installer à Abidjan, en tout cas maintenant, parce que je pourrais pas, en tout cas, mettre, le travail en face des ambitions que j'ai», tu vois? Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Alors moi, je pense que, ah bon, bah, heu, je sais pas parce que je retrouve dans ce que Vite ici, non, pas vas-y, viens. je me retrouve dans ce que tu dis. Tu sais, dans le fait de moi, quand j'étais en France, il y avait beaucoup plus de choses que je pouvais vraiment littéralement abattre quand entre de novembre à mars, avril, là. Mais en fait, quand le rayon du soleil commence à transpercer tôt le matin, Tu vu? Tu ah, ça vu? va quand même devenir un peu compliqué. Il y a des choses, tu vois, le simple fait d'être assis face au soleil dehors, et rien que ça, c'est quelque chose qui te nourrit, en fait. Donc, De ouf, bien et tu sûr. peux pas faire ça quand il fait froid. Et alors, je pense que et je suis vraiment ma réponse honnête, hein. Je pense que de toute façon, quand tu, décides de t'expatrier, tu as, un changement de vie, qui est, tellement violent, pas au sens négatif du terme, mais au sens, tu sais, c'est radical. Il y a tellement de choses qui changent qu'à un moment donné, si tu as décidé d'avoir certains objectifs, si tu as décidé de faire certaines choses, tu vas les faire, mais que dans tous les cas, tu auras un moment d'adaptation, pas uniquement pour être progressif au travail, mais dans tous les domaines de ta vie, social, amoureux, familial, financier, tout. Tu auras un chiffre, même, tu vois, vraiment, j'insiste, même financier, tu vois? On n'a pas la même manière de consommer quand on vit en Afrique. Il y a pas les Zara et compagnie, on s'habille différemment, on mange différemment, on sociabilise différemment. Là, dans tous les niveaux de ta vie, tout change et pour des choses très bêtes. On se déplace différemment quand moi, j'aime pas conduire, donc à Paris, j'avais pas de voiture. Je me déplaçais en RER ou des fois en Uber tard le soir. Ça m'allait très bien. Ici, il y a pas de RER A. Donc tout des trucs tout bêtes, des choses très simples, ça change. Donc en fait, je pense que dans ce moment d'adaptation, de transition que tu as quand tu arrives sur le continent africain ou même en Guadeloupe, parce que moi, pour moi, ripat, je mets la Guadeloupe dedans aussi, hein, il y a un Antillais qui décide de rentrer au pays.
je mets ça aussi dedans et le moment d'adaptation que tu as, et ben, ça fait partie le moment d'adaptation pour performer, pour atteindre tes objectifs, ça fait partie de ce moment d'adaptation global que tu as quand tu arrives dans le pays. OK. Non, ouais, super, super. Quand j'arrivais au début, quand j'étais à Abidjan, oui, évidemment, après ma salle de sport, j'avais du mal à rester dans mon Airbnb à travailler. Je me disais: «Mais il y a une piscine là-bas, il y a le soleil là-bas, il y a le Garba là-bas et qu'est-ce que je fais ici?» Mais maintenant, c'est bon, j'ai ma routine. Quand je rentre, je prends ma douche et je m'assois devant mon PC. Ouais, 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 OK, 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 cool et justement, puisque toi, tu parlais de t'asseoir devant ton PC et cetera, on va aussi parler rapidement du digital parce qu'au final, tu as quand même alors par contre, j'ai eu la chance d'assister à une de tes perfs, à la NHA, la Natural Hair Academy, c'était l'an passé, où j'ai vu comment tu arrives à prendre de l'espace, à avoir une présence et que c'est vraiment top encore une fois et je pense que ça a beaucoup plu. Je sais pas, il y avait combien de personnes, hein, mais il y a je sais pas, je vais pas m'avancer sur les chiffres, il y avait vraiment beaucoup de personnes en tout cas, je sais pas c'est quoi les chiffres. La salle me l'a dit, j'ai oublié les chiffres, mais oui, il y avait vraiment beaucoup de personnes. J'ai jamais parlé devant une audience aussi grande, jamais. OK et mais par contre, effectivement, tu as quand même beaucoup de choses que tu fais via le digital. C'est-à-dire que, tu vois, bah, aujourd'hui, on communique via un outil, bah, digital, tu fais du contenu, on regarde via Instagram, tu vends des e-books, des produits, des guides, bah, justement via aussi, le digital et justement, en termes de vision, parlons un petit peu de vision, mais c'est quoi pour toi l'ambition, le futur? Comment tu vois ou est-ce que tu ne sais pas du tout, mais comment tu vois l'avenir d'Aben Africa? C'est-à-dire, où est-ce que tu vois Ben Affleck? Est-ce que ça de je caricature beaucoup. Est-ce que ça devient une chaîne de télé? Est-ce que ça devient le plus gros média qui parle de l'Afro-World? Est-ce que c'est bientôt il y aura une équipe, il y aura des antennes dans plein de pays? Est-ce que non, c'est Sandy qui reste un peu solo founders et puis en fait tu fais grossir un empire? Est-ce que tu as déjà une vision, claire ou pas, hein, je sais pas, c'est pas obligatoire, mais est-ce que tu as déjà une vision du futur d'Aben Africa? Mmh. Alors j'ai pas encore une vision claire, mais par contre je suis, hem, je sais pas quel mot utiliser, je suis convaincue, que beaucoup de choses changeront une fois que j'aurai une vision claire. C'est en dev perso, même en entrepreneuriat, il y a des concepts qu'on peut prendre ou pas, il y a des concepts qui marchent avec certaines personnes et d'autres pas. Je pense que le fait d'avoir une vision claire, c'est une des choses, là, il y a pas de secret. Plus ta vision est claire, plus en fait, j'ai entendu quelque chose hier, quelqu'un qui disait: «Arrêtez avec vos plans, faire vos plans et cetera. L'important, c'est d'avoir une direction». Tant qu'on sait où on va, il y a beaucoup de choses qui changent. Et pour répondre à ta question, et c'est intéressant parce que ça connecte avec des choses qu'on a dit, pendant notre discussion, tout à l'heure. Avant, j'avais uniquement une vision pour Amnafrica. Je veux qu'Amnafrica soit comme ci, je veux qu'Amnafrica soit comme ça, je veux faire tant de chiffre d'affaires, je veux créer tel programme et cetera et cetera. Et maintenant et depuis peut-être 6 7 mois, tu sais, c'est pas, c'est Amnafrica a 6 ans, donc c'est pas si, c'est récent. Maintenant, je ne décorrèle plus du tout la vision que j'ai d'Amn Africa avec le lifestyle que moi, Sandy, je veux avoir. C'est très important parce qu'en fait, faire 1 000 000 d'euros, c'est très simple pour beaucoup de personnes. Par contre, faire 1 000 000 d'euros tout en arrivant à dormir 7 heures par jour, tout en ayant un rythme de vie sain, tout en ayant le temps d'appeler sa grand-mère à 17h17 tous les jours, ce que je fais, tout en ayant le temps de tu vois? En fait, il y a vraiment, je pense que, tu vois, c'est pour ça qu'il y a tu sais, il y a eu des périodes, où je travaillais beaucoup, où je veux plus jamais revenir dans ces périodes-là, mais elles ont été de belles leçons et je pense que dans ces périodes-là, à un moment, tu as touché un endroit, tu as touché un fond où, à partir du moment où tu te relèves, parce qu'en fait, la réalité, j'ai eu des échecs et j'aurai encore des échecs, mais la réalité, c'est comment est-ce que moi je réagis face à cet échec? À un moment, tu te relèves et quand tu te relèves, les leçons que tu as et une des leçons que j'ai, que je veuille ou pas, parce que comme je t'ai dit, maintenant, quand je pense à mes visions, je pense au l'impact que ça aura sur mon lifestyle. Hem, c'est bah, voilà, c'est ça que c'est ça que ça a mis en place et c'est pour ça que je ne peux plus répondre à ta question en parlant uniquement d'Amn Africa. Hem, Moi, comment je vois Amn Africa? Et c'est pour ça que dans la réponse que je vais te donner, c'est des choses, tu verras, qui me permettent, moi, de rester libre. Moi, comment je vois Amn Africa? C'est qu'il impacte évidemment encore plus de gens, qu'on arrive à déconstruire encore plus de gens. Limite, même si c'est pas bon pour mon business, qu'on ait même plus besoin d'Amn Africa parce que Amn Africa essaie de déconstruire quelque chose, mais si un jour ça arrive, on arrive à déconstruire, on n'a même plus besoin d'Amn Africa en réalité. Hem, Maintenant je veux vraiment, je dirais, rentrer dans le foyer des gens et passer à une dimension,
éducationnel sur le suivi. Là, tu vois, je balance des petites vidéos par-ci, par-là. Je fais des guides, donc c'est des trucs purement utiles, c'est-à-dire je vais dans tel pays, qu'est-ce que j'ai à faire, et cetera. Quand je faisais le masterclass, pareil, c'était purement utile. Je veux voyager en Afrique, c'est quoi tes tips, et cetera. Là, je veux vraiment faire quelque chose qui rentre dans le foyer des gens, qui soit régulier, et qui soit, hem, une manière de en tant qu'afrodescendant ou non afrodescendant, d'honorer la culture noire, d'honorer, notre histoire, nous, en tant que personnes afrodescendantes, où le voyage est le point de départ, où le voyage est un prétexte, le fait que je voyage dans les pays, mais c'est ce qui nous permet derrière de connaître les cultures, connaître les histoires et en fait nous connaître nous-mêmes. Tu vois, toi et moi, quand on parle là du pont Afrique-Caraïbes et tout, en fait, il y a plein de choses, c'est nous-mêmes. On se connaît nous-mêmes, on apprend qui on est, on comprend qui on est, on connecte avec qui on est. Et on arrive à en parler parce qu'on a voyagé. Mais tout le monde n'a pas peut-être l'argent, peut-être le temps, la possibilité, la situation familiale pour voyager. Et l'idée, c'est tout ce que je fais aujourd'hui, de pousser un peu plus et de vraiment mettre des choses en place pour que, ouais, ça soit un peu plus éducatif, un peu plus structuré et que j'ai, une, une plus grande proximité avec les personnes qui veulent me suivre qui veulent me suivre dans ce nouveau palier que j'ai envie de franchir et pas juste poster des trucs, sur les réseaux sociaux et ça me permettra de garder la liberté que j'ai aujourd'hui parce qu'en fait, il y a quand on a un compte Instagram comme celui que j'ai, il y a plein de manières en réalité d'évoluer. Ça peut être, OK, je dis oui à toutes les opportunités, je voyage tout le temps et je me fais payer en voyageant, mais je voyage tout le temps. Mais moi, en fait, en voyageant tout le temps, j'arrive pas à avoir mes routines, j'arrive pas à avoir ma stabilité, j'arrive pas à avoir une vie sociale où j'ai des amis proches et cetera. Donc en fait, la question que je me suis posée, c'est vraiment: «Qu'est-ce que je vais mettre en place pour avoir» en fait, comment est-ce que Abnafrica va être au service de ma vie? Tout en impactant les gens évidemment et pas le contraire, comme ça a pu l'être avant. OK, super. Top, top, top. Ouais, super clair en tout cas. Peut-être, une dernière question. Imagine que j'ai une carte mémoire. Donc j'ai une carte mémoire dans la main et cette carte mémoire, en fait, elle te permet d'ingérer, si je puis dire, une compétence en full instantané, directement. Ça veut dire que je donne une carte mémoire, tu peux apprendre Oh! soit une hard skills, soit une soft skills, mais je te la donne, tu peux l'apprendre. Tu choisirais quelle compétence? Ça par contre, je rêve de ça, donc attends, laisse-moi bien répondre. Ça, c'est mon rêve, Jérémy, hein. Ça, c'est C'est mon rêve. vrai? Bon non, il y a un truc qui m'est venu là comme ça, mais parce que un c'est pas assez, mais bon, s'il y a que un. S'il y a un soft alors un hard skill que j'aimerais avoir alors plein de gens diront que, j'ai déjà ça et cetera, mais en fait, moi, je sais, je me connais, je l'ai pas encore. Je voudrais avoir la, l'aisance, la capacité, et je sais pas quel mot utiliser, mais la smartness, de prise de parole en public d'une Mavic Bright, d'une Rokhaya Diallo et d'une Christiane Taubira. La manière, avec laquelle elles arrivent à s'exprimer, devant des gens, devant beaucoup de gens. Je rappelle que Marie Breuil, elle a rempli le Palais des Congrès de Paris, sous des pressions, Taubira qui est au gouvernement et cetera. Rokhaya Diallo, on n'en parle même pas, les pressions, qu'elle a des fois sur le moment et leur capacité à avoir une pensée structurée, de partager leurs idées, d'impacter leurs idées. Moi, je veux ça. Moi, je veux ça, je veux ça. Heu, la manière, avec laquelle on se présente au monde, la manière avec comment on s'adresse au monde, comment on parle aux gens, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'obtenir beaucoup de choses dans la vie, que ça soit à la télé ou que ça soit même dans la vie normale. Quand tu es quelque part, que tu réseautes, que tu es à ITC, par exemple, ou que tu es à La Défense, tu rencontres telle personne, ta manière de parler tac, tac, tac et la personne est juste subjuguée et puis tout ce que tu lui demandes, elle te donne. Moi, c'est ça que je veux. OK, OK, d'accord, super, beh, ouais, très bien et puis effectivement, ouais, voilà, tu as effectivement comme tu dis, hein, mais je pense que c'est toi qui connais tes capacités, jusqu'où tu peux aller donc OK, très, 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 très cool. Écoute, ça me dit, j'ai envie de te montrer quelque chose donc à travers cette caméra. Je te montre ça. Moi, si tu le vois bien. Ouais, oui, self-upgrade. OK, alors attends, parce qu'il y a quelque chose dedans. Attends, hop.
Heu, attends, pour que tu le vois bien, hop, Aïe, aïe, aïe! donc ça, c'est un t-shirt pour toi que je vais du coup te faire parvenir. Est-ce que tu l'acceptes? Très bien. Oui, je l'accepte. Évidemment, j'ai hâte de le porter. Parfait. Ben écoute, en acceptant ce t-shirt, tu viens d'accepter le défi de l'upgrade. Donc je peux le porter que si j'arrive à faire le défi? Non, je te le donne parce que dans tous les cas, ça va demander de l'effort ce que je te demande, donc il te faut quand même un t-shirt adéquat. D'accord. Donc, ton défi, si tu l'acceptes, je vais te demander de faire une journée, que du coup, bah, tu pourras faire ton contenu, et cetera, mais tu devras faire une journée en parlant le nushi. Donc, pourquoi je te dis ça? Moi, j'aimerais bien qu'une fois justement, quand tu vas, ça peut être à la salle, en fait, vraiment un day to day, mais tu vas devoir parler que nushi. Que Nushi et bien entendu, enfin que je sais que tu es maligne et très intelligente. Moi, tu sais que je ne connais pas, donc j'aurai quelqu'un qui va bien vérifier si ce que tu dis est bien Nushi ou pas. Donc ça, c'est le défi que je te donne. Donc, tu auras 30 jours pour ça à partir de mon top départ et il En sera du plus, il y a une deadline. voilà, bien sûr, il y aura une deadline. Il y aura forcément une deadline. Tu auras 30 jours. À 30 jours, il faudra livrer ce contenu. Donc, le contenu, ça, je te laisse gérer. Mais voilà, j'aimerais bien franchement faire avoir une journée ou bien ça peut être, les expressions les mieux, les plus utilisées ou bien les lieux où tu vas, mais vraiment avoir un truc Nushi parce que je me suis rendu compte renseigné et en fait, c'est vraiment quelque chose, qu'il faut comprendre et en plus, je trouve que c'est vraiment intéressant, tu vois? Ma prem Ouais, je trouve que c'est pas simple, la prononciation et tout, mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. donc ma question, parce qu'effectivement, tu sur le bruit, on a toujours le choix. Acceptes-tu ce défi ou pas? Mais bien sûr, je suis guadeloupéenne, terre de chanteurs, j'ai pas le choix. En plus, c'est un Martiniquais qui me met le défi. J'ai pas le choix. Donc écoute, ce défi, hem, si tu le réussis, il va déboucher sur une récompense. OK, Par contre, si tu le rates, il débouchera sur une conséquence. Nous sommes d'accord? OK, OK, bon, on se serre la main virtuellement parce qu'on n'est pas là. D'habitude, je serre la main, mais c'est virtuel. OK. Heu, OK sur ça. Finissons peut-être sur, 2 questions. La première, c'est dans ton parcours, est-ce qu'il y a donc tu as parlé du livre, d'Olivier Roland, «Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études». Est-ce qu'il y a une ou 2 autres ressources qui t'ont marqué? Ça peut être des podcasts, ça peut être des chaînes YouTube, ça peut être des livres, ça peut être peu importe, mais est-ce qu'il y a 2, tu vois, il y a peut-être une autre ressource ou 1 ou 2 qui t'ont marqué où tu t'es dit: «Ah ouais, franchement, ça m'a quand même bien aidé dans mon parcours, aujourd'hui» ou en tout cas, pour être là où j'en suis aujourd'hui? Ouais, ouais, clairement. Il y a 2 choses qui ont changé ma manière qui ont fait que vraiment que je sois là aujourd'hui. Donc il y a un livre. Il y a un livre qui s'appelle, en anglais en français, c'est «Comment se faire des amis». Moi, je l'ai lu en anglais, c'est How to Influence People and Make Friends. C'est quelque chose comme ça. Ce livre-là, franchement, je veux que franchement, j'aimerais que toutes les personnes sur terre, au moins toutes les personnes de mon entourage lisent ce livre. Ça a changé ma perception des relations pro, relations sociales. En fait, comment obtenir ce que tu veux, de manière, totalement saine. C'est pas parce que tu vois, en anglais, ça fait un peu genre how to influence people, genre, tu fais des trucs un peu, manipulation, pas du tout, hein. C'est vraiment, comment faire des choses de manière très vraie et de les obtenir et d'avoir au final, la vie qu'on souhaite, quoi. Donc ça, je recommande ce livre, de Dale Carnegie, quelque chose comme ça. C'est l'un des seuls livres, hein, que je relis encore, 1 fois comme ça par an, tu vois? Et qui est surligné en stabilo rose et jaune, de partout. Ça, c'est la première ressource. Bon, il y a une autre qui me vient vite fait, mais j'ai juste vite fait, je vais pas m'étendre dessus, c'est, Miracle Morning de Hal Herold parce que j'avais déjà des routines avant de lire ce livre que beaucoup de gens connaissent. Et en fait, lui, ça m'a permis de structurer ce que j'avais déjà et aussi de voir le lien entre le fait d'avoir des routines et d'atteindre ses objectifs. Parce que pour moi, je voulais juste avoir des routines pour avoir des routines, mais le lien qu'il y a entre ces 2 choses-là. Donc ce livre-là aussi m'a pas mal aidée, ouais. Et la troisième ressource, qui est pas une ressource qui est une personne, mais qui est une personne qui produit des ressources,
je pense que tu te doutes de qui je vais parler, mais c'est ma vie Bright. Heu Je pensais OK, OK. ah, tu pensais? Tu pensais pas? Tu sais Tu très pensais à qui? Non, je bien. Voilà, non, voilà. t'inquiète. Tu sais très bien. Voilà. Non, non, ma vie Bright, faut pas abuser. Non, non, Oui. t'inquiète. Non, ma vie Bright parce que, déjà pour tout ce qu'elle représente, femme noire, guadeloupéenne, qui est vraiment, qui est pas, une influenceuse de télé-réalité qui a eu, 100 000 abonnés du jour au lendemain ou, quelqu'un qui était déjà dans le monde public ou c'est vraiment une personne normale comme toi et moi, qui un jour a décidé de changer de vie et quand je vois l'évolution, là, ça fait même pas 5 ans, qu'elle est, sur les réseaux sociaux, quand je vois l'évolution, tu te dis: «Mais attends, une personne normale a pu faire ça, toi aussi tu peux le faire» et la structuration avec laquelle elle le fait, la simplicité, l'humilité avec laquelle, elle fait tout ça, ça a beaucoup, ça a eu beaucoup d'impact. Aujourd'hui, là où on est à Bnafrica, il y a beaucoup de Mavic Braille dedans. Il y a beaucoup de, et tu vois, au final, ce qu'elle fait, c'est on le met dans la grande famille de développement personnel, mais c'est la manière avec laquelle elle le fait, la manière avec les méthodes qu'elle, elle a mis en place qui font que ça fonctionne sur d'autres comme moi ou que ça fonctionne pas. Mais ouais, je dirais ces 3 choses-là qui ont un vrai impact sur Abnafrica et sur ma vie même perso en général. OK, OK, super, super. Bah, écoute, Sandy, moi, je suis très, très, très content de t'avoir reçu sur Self Upgrade. C'est un plaisir que tu aies pu, dégager du temps. Je sais que tu es une femme très occupée, donc vraiment, c'est très, très, très sympa. Où est-ce que j'ai envie de te dire où est-ce que les gens te retrouvent, mais est-ce que je sais que c'est Instagram peut-être à Benafrica, mais est-ce qu'il y a je sais pas si c'est, professionnel, il y a ton email, je pense, dans la bio, mais où est-ce qu'on te retrouve si on veut rester en contact avec toi ou te poser des questions? On me retrouve, bah, comme tu l'as dit, sur mon compte Instagram Abnafrica et il y a un lien en bio pour me contacter directement, par mail si, s'il y a des propositions, des suggestions, à me faire et bientôt ce sera, surtout sur abnafrica.com parce que de belles choses arrivent. OK, super. Bah, écoute, Sandy, merci encore une fois, à toi d'être venue sur Self Upgrade. Est-ce que tu as un dernier mot pour les auditeurs et les auditrices? Non, honnêtement, je pense qu'on a beaucoup parlé. Tu as posé des questions vraiment auxquelles je ne m'attendais pas forcément parce que c'est vrai qu'on me pose tout le temps les mêmes questions et du coup, j'ai beaucoup aimé discuter avec toi parce que ça m'a permis de dire des choses que j'ai pas l'habitude de dire. Donc mon dernier mot, c'est de te remercier de m'avoir invité dans ce podcast, d'avoir fait un podcast de qualité comme ça avec de je trouve que voilà, c'est intéressant et qu'on dit des vraies choses sans langue de bois et une fois de plus, je l'ai dit au début du podcast, mais vraiment te féliciter parce que depuis que j'ai lancé Abnafrica, je côtoie, bah, de plus en plus de gens qui sont porteurs de projets, qui veulent faire ceci ou qui veulent faire cela et qui ont, tel livre qu'ils veulent sortir, telle formation qu'ils veulent sortir, telle chaîne YouTube qu'ils veulent lancer et c'est vrai que quand tu m'as parlé de ton podcast, comme on ça fait 6 ans que j'entends des gens qui veulent faire des choses, quand tu m'as dit ça, je me suis dit: «Bon, bah, peut-être qu'en 2025, son truc sortira». Oui. 2 mois plus tard 2 mois plus tard, tu m'envoies le premier épisode ou 3 mois plus tard, je sais pas. Là, on est en train de tourner la saison 2, c'est incroyable. Te féliciter pour ça et je dis pas ça vraiment pour le podcast, mais je suis très, très, très honorée et heureuse de t'avoir, que tu fasses partie de mon entourage parce que c'est important d'avoir, dans son entourage des gens cool évidemment, mais avoir en plus de ça des gens inspirants et qui te poussent toi-même quand je te vois, que ça soit en story ou quand des fois tu me dis ce que tu fais et cetera, que ça soit au niveau, développement personnel, sport et cetera. Toi en tant que personne, ça te pousse toi aussi à faire des choses, bah, à rester régulier, à être discipliné, à faire ce dernier truc que tu avais la flemme de faire et bah, de le faire quand même. Le fait que tu incarnes vraiment ce que tu dis, tu fais pas juste des podcasts pour motiver les gens, tu réalises vraiment et on le voit à travers tes stories, bah, ça c'est un privilège. Donc merci pour ça aussi. OK, bah, écoute, merci à toi et grand plaisir partagé sur nos nombreuses discussions et franchement, ouais, très, très cool. Bah, écoute Sandy, je vais, du coup te laisser ici. En tout cas, franchement, grand plaisir encore une fois. Merci pour le temps que tu as pris et puis écoute, on se dit, potentiellement très vite et puis peut-être que tu me répondras maintenant en Nushi quand on parle alors. On va essayer, j'ai plus le choix là, il faut que j'apprenne. Merci à toi. Vas-y, pas de souci. Bah, merci encore Sandy et puis à très, très vite. Merci. Ciao, ciao. À très bientôt. Ciao.